Et je vais passer la parole à Hervé Courtois, qui est vice-président Recherche Innovation à l'UGA. Bonjour. Donc, je voulais juste vous accueillir ici dans les locaux de l'Université Grenoble-Alpes. C'est un plaisir de recevoir certains, d'une part, un collègue de collègues qu'on connaît et qui viennent ou reviennent à l'université, mais aussi tout ce groupe de lycéens. Merci à vous d'être venus. Bien sûr, nous avons plaisir à l'université à accueillir la Société française de physique. Aussi moi-même comme physicien, plutôt électronique quantique qu'astéroïde. Pour cette session des questions de physique, parce qu'effectivement, la physique nous pose toujours des questions d'importance variable, à l'échelle de temps, de demain, dans 10 ans, dans 100 ans. Et là, on va voir justement quelle est l'échéance aujourd'hui. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'à l'Université Grenoble, nous avons une vraie politique de culture, de diffusion de la culture scientifique et technologique. Cela se traduit par plusieurs types d'événements. Nous avons nos conférences d'exception, auxquelles je vous invite chaleureusement. C'est assez souvent surprenant. Il ne faut pas se laisser effrayer par la discipline que l'on ne connaît pas. Récemment, on avait une conférence par une architecte, prix Pritzker, qui est le plus grand prix d'architecture et qui nous a expliqué comment on pouvait rénover des affreux bâtiments des années 60 qui font peur à tout le monde pour en faire des superbes lieux où les gens aiment à vivre et revenir. Un autre élément, c'est aussi notre participation dans l'EPCC, c'est-à-dire l'établissement public de coopération culturelle dévolu à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. C'est anciennement la casemate, c'est en train de se transformer en un nouveau lieu près de Pont-de-Claix qui va s'appeler Cosmocité, et ce sera un lieu assez extraordinaire auquel l'université apporte sa contribution et qui va aussi être donc un lieu de rencontre entre divers publics. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous d'être là. Bienvenue à l'université et je repasse la parole à Gilles. Oui, juste quelques mots pour présenter Roland Lehoucq. Donc, c'est un astrophysicien au CEA de Saclay. Il est professeur à Sciences Po et le thème qu'il enseigne m'a bien plu, la science-fiction, outil pour penser le monde et envisager l'avenir. Je vous demande de le méditer. Là. Je ne vais pas être loin, il a écrit de nombreux livres, dont celui que peut-être vous connaissez, qui est Faire des sciences avec Star Wars. Il y en a un que j'ai trouvé aussi, que j'ai trouvé particulièrement bien, c'est Combien de doigts a un extraterrestre ? Le best-seller de la science-fiction à l'épreuve de la physique, coécrit avec Jean-Sébastien Steyer et Marc Boulet. Et il a bien d'autres fonctions. Il s'occupe des utopiales, oui. Et puis, je vais arrêter cette description et lui passer la parole parce que c'est lui que vous attendez pas moi. À toi, Roland. Merci. J'ai le micro intégré. J'ai le micro intégré. Alors, je vais vous celui-là. Oui, les Utopiales, qui est un festival de science-fiction que j'ai plaisir de présider depuis 2012 et qui se déroule chaque année à Nantes. Cette année, il va se dérouler du 29 octobre au 1er novembre. Vous êtes les bienvenus, évidemment, si vous êtes intéressés à la science-fiction et aux sciences aussi, parce que c'est un festival avec pas mal de sciences dedans. Alors aujourd'hui, justement, on va faire, d'abord, je vais lancer des partages variés pour que tout le monde puisse suivre ce qui se... Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va parler des impacts. Enfin, tout moi, c'est la mission qu'on m'a confiée. Quand j'ai demandé à Gilles, qui m'invite ici, j'ai accepté avec grand plaisir. Et après, je lui ai donné toute une liste de choses dont je pouvais parler. Alors, ils ont choisi ça. Donc, vous parle de ça. C'est eux qui ont choisi. Si ça ne vous plaît pas, c'est Gilles, le responsable. Et donc, là, l'idée, c'est de parler des impacts. Mais comme je le fais très souvent, c'est un peu ma marque de fabrique, d'utiliser la science-fiction, et singulièrement le cinéma de science-fiction, pour parler de ces impacts qui sont donc des objets qui viennent de l'espace et qui frappent la Terre, en tout cas peut-être la haute atmosphère, la plupart en fait frappent la haute atmosphère sans plus de dégâts que ça, et puis d'autres arrivent jusqu'au sol et éventuellement font des choses plus ou moins catastrophiques. Alors on va parler de ces trois films-là, Météore, Armageddon, Deep Impact. Il y en a encore deux, trois autres dont je ne parlerai pas, mais ceux-là étaient particulièrement intéressants. Et ça permettra, comme souvent en utilisant ces films de science-fiction, ça permettra de faire deux choses. D'une part, de réaliser que tout ce qui raconte n'est pas faux, enfin discutable, et ça, ce n'est pas le but. Moi, ces films, éventuellement, je les aime bien. Enfin, ces films-là ne sont pas particulièrement exaltants. C'est pas les meilleurs, je ne les classerai pas dans les meilleurs films de science-fiction. Enfin, ils sont regardables.
Si vous aimez bien Bruce Willis, Bruce Willis est magnifique dans ce film-là, c'est du Bruce Willis, pur Bruce Willis. Il y a Sean Connery dans Météore, hein, donc c'est un des premiers films de Sean Connery qui a joué James Bond, après plein d'autres trucs très bien. Pas que les débuts de James Bond, on a revu maintenant, des fois il y a des choses un peu discutables, mais il y a des films très bien de Sean Connery, dont Le Loup la Rose, par exemple, je recommande vivement. Et puis le dernier, bon, il n'y a rien à en dire, à part que c'est un peu une catastrophe, mais enfin, c'est une catastrophe qui est une catastrophe. Et donc tout ce travail-là, il est fait pour parler un peu des impacts. Qu'est-ce que c'est météorites? Est-ce qu'on peut risquer est-ce qu'on va nous refaire le coup des dinosaures, si j'ose dire, dans les années qui viennent, dans les siècles, les millénaires qui viennent? Et puis comment on pourrait se débrouiller vraiment? Enfin, qu'est-ce qui est prévu? Vous verrez, il y a des choses, mais pas grand-chose en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce film? Analyser ces films aussi, voilà ce que j'aime bien faire, c'est mener une enquête scientifique sur ces films. C'est pas simplement dire ça marche pas. Ça c'est un peu facile en général. Et puis, ce n'est pas très intéressant, parce qu'en général, ça ne marche pas. Si, ça peut être intéressant de dire pourquoi ça ne marche pas, d'expliquer pourquoi c'est faux. Ça, c'est une question qui est intéressante, parce qu'on ne la pose pas souvent dans l'enseignement. On demande souvent la bonne réponse. Quelle est la bonne réponse à la question? On vous demande rarement de dire pourquoi c'est faux. Vous donnez un truc faux, sans vous mentir. On peut dire, ça, c'est des idées de science-fiction. Bon, c'est sûrement faux. Enfin, on peut avoir des doutes sur la qualité scientifique des choses. En tout cas, on peut se poser des questions. Mais dire pourquoi c'est faux, c'est une question qu'on pose rarement aux étudiants. Alors qu'en physique, ou en sciences en général, c'est la question permanente. C'est quand il y a une nouvelle idée qui est proposée, les gens cherchent pas les gens qui entendent cette idée ne cherchent pas à montrer qu'elle est vraie, ils cherchent à la défoncer, ils cherchent à montrer qu'elle est fausse. Parce qu'une fois qu'elle est fausse, l'affaire est réglée. On sait que c'est faux et c'est sûr. Parce que ça veut dire que cette idée est inadéquate, elle est impropre à décrire le réel, expérimental et d'observation. Et donc, on est certain que c'est faux. Alors, on la jette et on passe à autre chose. Alors, la personne, le groupe qui a eu la nouvelle idée, il est un peu fâché. Enfin, fâché, pas fâché, parce que c'est fait de façon, disons, typiquement bienveillante. Après, la science est faite par des humains. Des fois, ça castagne un peu. Mais on jette l'idée, puis on essaie d'en trouver une meilleure. C'est comme ça qu'on reste les sciences. En balançant les idées mauvaises. Donc, la question pourquoi c'est faux, c'est une assez bonne question. Il faut le faire de façon bienveillante. Ces films-là ne sont pas très bons, mais ce n'est pas à cause de la science, de la façon de traiter la science, parce que des fois, le scénario est un peu, on va dire, pas très exaltant. Mais ce n'est pas ça le point, ce n'est pas de savoir si c'est bon ou pas bon. Cinématographiquement, c'est discuter ce qu'on y voit. Alors, je cite aussi mon camarade Sylvain Boulet, qui travaille au département de géosciences de l'Université de Paris-Saclay, parce que cette conférence, en fait, on l'a montée ensemble. Lui, qui est beaucoup plus habile que moi dans ces questions, c'est un grand spécialiste des impacts, lui. Moi, je suis plutôt le gars qui utilise la science-fiction et qui fait un peu de physique bricolée. Vous allez voir, vous êtes élève de terminale, jeune gens, c'est ça? Non, élève de quoi? De seconde? De seconde, hein, il y a encore du chemin, alors. Mais ce n'est pas grave. Il y a des petits calculs qu'on peut faire. Il y a peut-être des choses qui évoqueront, des choses que vous avez vues en physique. Je mettrai des petits calculs là. Je peux vous montrer qu'on peut rendre quantitatif tout ça. Ce n'est pas juste une discussion un peu qualitative. On peut rendre quantitatif. Ce n'est pas grave si les calculs, vous ne savez pas les faire. Mais simplement, ça vous donnera l'idée qu'on peut faire des calculs à propos de ces films. Et des calculs qui, quand vous serez en terminale, certainement, vous pourriez les faire. Et peut-être en seconde, je suis plus bien au courant de ce qui se passe dans les programmes maintenant. Bon, bref. Alors, commençons. D'abord, donc la question à chaque fois, c'est qu'il y a un gros machin qui tombe sur la Terre. Alors, ce gros machin, on appelle les impacteurs. C'est des objets, des cailloux, typiquement, qui viennent. Alors, c'est peut être aussi des comètes. Dans Deep Impact, c'est une comète. Armageddon et Météore sont des astéroïdes. Alors, c'est quoi ces impacteurs? D'abord, d'où ils viennent? Alors, ça, c'est dit explicitement dans le film Météore. Voilà ce qu'ils nous disent. La ceinture d'astéroïdes, c'est une immense décharge de métaux et de roches en orbite autour du Soleil, entre Jupiter et Mars, et des milliers de fragments. Certains sont pas plus grosses que le poing, d'autres, ils ont la taille d'une cité. Parmi ces derniers, Orphée, alors c'est celui qui menace la Terre, 30 km de diamètre, inviolé depuis des millénaires. Voilà, c'est l'introduction du film Météore. Voilà ce qu'ils vous disent. Alors effectivement, l'image du bas, ça représente, chaque point est un objet. Alors, il y en a tellement qu'à la fin, ils se superposent, mais en fait, les distances moyennes entre ces objets sont considérables. On voit des cercles, ou plutôt des ellipses, on devrait dire. Le petit machin violet central, c'est le Soleil. On voit des ellipses dont le Soleil occupe un foyer, parce que ce sont les orbites des planètes. Et on voit on va dire le cercle, pour aller plus vite, le cercle central, Mercure, puis Vénus, la Terre, Mars, et puis le cercle bleu extérieur, Jupiter. Et on voit un paxon de trucs verts, de points verts entre Mars et Jupiter. Il y a effectivement, littéralement, des centaines de milliers d'astéroïdes, de cailloux. Alors certains, on va en discuter un peu plus, certains sont gros, d'autres sont vraiment petits, qui tournent. Je dis des centaines de milliers, on en a à plus de 700 000 répertoriés, et il y en a certainement des millions et même des dizaines de millions, mais les plus petits sont aussi les plus difficiles à détecter. Et puis on voit, c'est peut-être pas très visible, on voit des petits machins rouges, des petits points rouges aussi beaucoup moins nombreux, et ces petits points rouges sont ceux dont l'orbite
ne reste pas circonscrite entre Mars et Jupiter, mais cette orbite peut être plus elliptique, à une forme qui du coup n'est franchement pas circulaire, peut être plus elliptique et peut éventuellement croiser l'orbite de Mars et, plus intéressant pour nous, plus gênant pour nous, l'orbite de la Terre. Et ce sont ceux-là qui posent problème, ce qu'on appelle les géocroiseurs, les objets dont l'orbite croise l'orbite de la Terre. Il y en a un certain nombre, on va voir tout à l'heure, on en connaît des dizaines de milliers de géocroiseurs, des objets qui croisent l'orbite de la Terre. Et donc, à l'endroit d'intersection, si la Terre et l'objet sont en même temps à cet endroit, c'est une collision. L'essentiel du temps, il n'y a pas de collision, évidemment, il ne se passe absolument rien, il ne s'est pas passé grand-chose depuis, en tout cas de collision importante, depuis un certain temps. Alors, dans les films, voilà à quoi ressemblent les impacteurs. Voilà l'image d'Orphée qui est représentée dans le film Météore. Donc, c'est un gros caillou et qui n'a pas du tout une forme comme une sphère, comme ça pourrait être la Terre ou la Lune, ou même un satellite d'une planète, qui pourrait être Io ou l'Europe. Enfin, ce n'est pas du tout un objet qui a une forme sphérique, c'est vraiment un objet de caillou. Ça, je dis caillou parce que c'est du caillou essentiellement, et puis ça a une forme vraiment de caillou, une forme de patate. Et c'est une forme très irrégulière avec une surface rugueuse. Là, telle qu'on la voit, c'est une surface rugueuse. Alors, le film il date de 1979. À cette époque, on connaissait déjà évidemment des milliers d'astéroïdes, mais qui étaient toujours vus comme des petits points brillants sur le fond du ciel. On n'avait jamais d'image directe des astéroïdes. Et ce film qui sort en 1979, il sort 8 ans après la première image d'un truc qui n'est pas une planète. C'est l'astéroïde, pas l'astéroïde, le satellite Phobos, un satellite de Mars qui a été pris par la sonde Mariner 9 en 1971. C'est le seul objet non planétaire dont on a une image un peu sérieuse. D'abord, on a aussi des images de Mars qui ont été faites par la sonde Mariner 8 avant, puis Mariner 9. Et donc, on a une image de Phobos, et voilà à quoi ressemble Phobos. Et quand on regarde la tête de Phobos, ça fait 26 km, là, il dit ça fait 30 km. L'analogie est assez percutante. Ils se sont probablement inspirés de la tête de Phobos pour représenter cet astéroïde Orphée, astéroïde dont on n'avait à l'époque aucune image directe. On avait des images de la Lune, bien sûr, on avait été sur la Lune, on avait des images des planètes, de la surface des planètes. En 1979, on avait commencé à voir les missions Voyager étaient parties vers Jupiter et Saturne, on commençait à avoir des images de planétaires, de Mars évidemment, même du sol, on voit des images avec des détails, quelques petits détails de la surface de Mars, mais on n'avait pas d'image de ces astéroïdes. Alors ensuite, il y a eu une période dans les années 80, fin 1980, 90 jusqu'à 2000, où on a pu faire des tas d'images de tas d'astéroïdes. Et ça compte, de tas d'astéroïdes. Et puis dans le tas, il y a aussi quelques comètes. En bas, ce qui est marqué 19P, 9P et 80P, les 4 du bas sont des comètes. Là, les échelles sont respectées. Donc Lutetia fait à peu près 100 km de taille, donc pas tout à fait 100 km, 130 par 101 par 107. Donc c'est un machin qui n'est pas une sphère, mais qui est une espèce d'ellipse solide à 3 axes, on dit une sorte de ballon de rugby, même pas vraiment ballon de rugby, un truc un peu bizarre. On a des Ida qui est là-haut, alors là c'est franchement allongé, Ida, et Dactyle qui est à côté, beaucoup plus petit, qui fait qu'un kilomètre, à peu près 1 kilomètre de diamètre. Ben, Ida et Dactyle Dactyle est un satellite de Ida. Dactyle tourne autour de Ida, c'est un satellite d'un astéroïde. On a vu comme ça de nombreux exemples. Il y en a même un, Charlie-Clos, qui a plusieurs satellites. Il y a un astéroïde qui a plusieurs petits cailloux qui tournent autour de lui. Donc on a vu toute une diversité dans les astéroïdes, on a pu faire des images, et l'image que je montrais d'Orphée, elle n'était pas si mal, après tout, c'était quelque chose d'un peu allongé, en forme de caillou, un peu rugueux. L'aspect qui était donné, c'était un peu des cailloux aigus, si j'ose dire, pointus, alors que là, c'est plutôt rond, hein, des choses qui ont l'air d'être plutôt rondes, avec des échelles de taille qui sont tout à fait pertinentes. Il y a des astéroïdes de 30 km, il y en a même des plus gros, on prend par exemple Lutetia, il y en a même encore plus gros, il y en a aussi des quantités, et c'est bien eux les plus nombreux, on va le voir, qui sont beaucoup plus petits. Alors, dans Armageddon, voilà comment il dessine l'astéroïde. Alors, il est là sous une forme un peu sombre. On ne comprend pas très bien ces couleurs qui sont présentées d'ailleurs dans le film. En fait, là, ils mettent une forme aussi un peu contournée, un peu bizarre, qui n'est pas du tout une forme sphérique, comme si c'était vraiment un caillou. Et puis, on nous dit dans Armageddon, c'est un astéroïde, il est grand comme le Texas, Monsieur le Président. C'est le président des États-Unis qui s'inquiète du problème. C'est un astéroïde qui est grand comme le Texas. Alors là, il ne nous dit pas en kilomètres, hein, dans le météore, il dit à 30 km. Là, ils disent grand comme le Texas. Alors, le Texas, c'est grand. Hein. Le Texas, c'est vraiment grand, c'est plus grand que la France. Le seul Texas, c'est 600 et quelques milliers de kilomètres de 196 000 km carrés, donc c'est la France, c'est 655, donc c'est à peu près un peu plus grand que la France. Pas beaucoup plus grand, mais un peu plus grand que la France. Donc, grand comme le Texas, c'est vraiment grand. En fait, la dimension de la France, on peut essayer de tracer un cercle qui contient entièrement la France, c'est un cercle qui fait à peu près 950 km de diamètre. Il y a des petits bouts de la Bretagne, on dépasse toujours un peu la Bretagne, c'est compliqué, mais ça se compare à Cérès. Cérès, c'est le plus gros astéroïde. Il fait 950 km de diamètre. Il a une forme assez sphérique. Il y a ces deux taches blanches là, qui sont spectaculaires. Quand on a vu ça la première fois avec la sonde Dawn qui a approché de Cérès,
et qui s'est mis en orbite autour de Cérès, qui a des images à très haute résolution de Cérès, en approchant, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et on s'est rendu compte, c'était des selles, il y a toute une journée, je vous laisserai regarder ça, c'est le cratère O14, le grand cratère qui est là, avec des taches blanches qui sont des traces de quelque chose qui peut-être était de l'eau liquide et puis qui est passé par une fissure et qui reste le sel des éléments minéraux dissous qui sont restés en surface. Donc ça fait cette espèce de tache blanche qui est très étonnante, qui a été très étonnante et qui maintenant est mieux compris. Bref, l'astéroïde dont on nous parle, le Armageddon, c'est un truc qui est gros comme le plus gros astéroïde. 950 km de diamètre. La Lune, par comparaison, c'est 1478 km de diamètre. La Lune est un peu plus grosse que Cérès. Donc là, on nous parle d'un truc qui est vraiment énorme. Alors, on a du mal à y croire qu'un si gros machin puisse viser la Terre, sans qu'on s'en rende compte avant longtemps, parce que voici un diagramme qui représente verticalement, en fonction de la taille, du diamètre de l'astéroïde, horizontalement, le nombre de ces astéroïdes. Donc, si on regarde les astéroïdes qui font 1000 km de diamètre, 950, il y en a un. Cérès. Si on voit les astéroïdes qui sont dans la gamme un peu en dessous, qui sont au-delà de 500 km de diamètre, mais moins que 1000, il y en a deux. C'est Pallas et Vesta. Donc voilà, sur l'échelle en bas, la graduation 2, c'est en graduation logarithmique. En graduation 2, voilà, il y en a deux. Et il y en a de plus en plus jusqu'à atteindre 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions. Alors les petits cailloux, les machins de 100 mètres de diamètre, il y en a probablement vraiment des dizaines de millions. On est très, très, très loin de les avoir tous recensés. On est sans doute complet, probablement complet, jusqu'aux astéroïdes de l'ordre du kilomètre. Vous voyez, on estime qu'il y en a 1 million. J'ai dit qu'on avait recensé à peu près 750 000, 700 000 astéroïdes actuellement. On pense, mais on n'est pas certain, avoir une complétude raisonnable. On n'a pas 100% quand même, loin de là. On est à peut-être 70% d'astéroïdes de 1 km et plus grand que 1 km. Donc, ça veut dire un machin de 950 km qui vise la Terre, on n'y croit pas du tout, parce qu'on sait où il est, c'est Cérès, on connaît son orbite, il n'y a aucun problème. Il est entre Mars et Jupiter, il ne viendra jamais nous embêter. Donc là, dans Armageddon, il tient un peu la corde. Et il n'y a pas de géocroiseurs de cette taille. On n'a pas regardé aussi les géocroiseurs. Alors, les géocroiseurs sont cette catégorie d'astéroïdes dont l'orbite coupe celle de la Terre. Dans ces millions d'astéroïdes qui sont décrits là-dedans, il y en a un énorme paquet qui reste entre Mars et Jupiter essentiellement, et puis il y en a quelques-uns dont l'orbite peut couper celle de la Terre. Alors, si on s'intéresse seulement aux impacteurs, les Américains appellent ça les Near-Earth Asteroids, plus généralement les Near-Earth Objects, parce que dans les objects, il y a les astéroïdes, il peut y avoir aussi les comètes, il peut y avoir des néocométeurs qui passent près de la Terre éventuellement. Donc là, on voit que les astéroïdes qui font plus d'1 kilomètre de taille, c'est une toute petite couche en bas, on en connaît quelques centaines. Vous remarquez, dans les années 80, c'était à peu près zéro. Dans les années 1980, 90, c'était à peu près zéro géocroiseur connu, à peu près zéro. Pas en fait zéro, mais quelques. Maintenant, on en est, regardez le cumul, on en est à plus de 30 000 géocroiseurs connus. Les rouges, c'est les plus gros, c'est les plus embêtants. Vous avez bien compris, comme il y a une idée derrière, c'est quand c'est gros, ça fait plus mal que quand c'est petit. Un machin d'1 kilomètre qui vous tombe sur le fond de la figure, ce n'est pas les mêmes effets qu'un machin qui fait 100 mètres. Alors, il y a une limite de 140 mètres qui est fixée un peu arbitrairement pour des raisons que je passe. On compte ceux qui font plus de 1 kilomètre, ceux qui sont entre 140 mètres et 1 kilomètre, et puis ceux qui sont plus petits que 140 mètres. Alors, ceux qui sont plus petits que 140 mètres, s'ils devaient tomber sur la Terre, ça serait un peu embêtant, mais bon, ça serait des dégâts assez limités, et ça serait quand même un peu embêtant. Si c'était entre 140 mètres et 1 km, ça ferait des dégâts qu'on appelle régionaux, c'est-à-dire si ça tombe sur l'Europe, si ça tombe vers la France, ça va dérouiller, quoi. C'est-à-dire même si ça vise Paris, Grenoble aura des conséquences, c'est certain. Mais les gens à Berlin, ils auront des conséquences, mais déjà beaucoup plus lointaines, ça va chier en France, mais loin là-bas, un peu moins. Et puis en Chine, bon là, il n'y a aucun problème. Si c'est des trucs qui font 1 kilomètre et plus, là, c'est beaucoup plus embêtant. Là, ça va flasher du monde. Là. Pour le coup, il y a vraiment du monde. Le monde entier peut être embêté par un machin comme ça qui tombe sur la Terre. Sachant qu'en plus, sur la Terre, il y a 2 tiers d'océan, 1 tiers de continent à peu près. Donc, il y a une bonne probabilité que ça tombe d'abord dans les eaux. Alors, un gros machin d'1 kilomètre qui tombe dans les eaux, même un truc de 100 mètres, c'est un gros splash et il va se passer quelque chose. Il y aura des vagues. Enfin, il ne faut pas être côtier, quoi. Avec le réchauffement climatique, le niveau des océans monte, mais s'il y en a un qui tombe dans l'eau, il ne faut pas être au bord de la côte. Bon, à Grenoble, ça va, c'est tout tranquille de ce côté-là. Donc, on en connaît pas mal, mais l'immense majorité de ceux qu'on connaît maintenant sont des petits. Il vaut mieux pas les croiser, on est bien d'accord, mais ce n'est pas eux qui font les plus gros dégâts, et les plus gros sont évidemment les moins nombreux. Donc, il y a des recherches en cours en permanence, hein, j'en parlerai tout à la fin, pour essayer de détecter ces géocroiseurs. Alors, d'où viennent ces géocroiseurs? On l'a dit, ils tournaient, enfin, il y a entre Mars et Jupiter tous ces astéroïdes, et puis il y en a qui coupent l'orbite. Et pourquoi ceux-là,
ils viennent couper l'orbite de la Terre. Enfin, ils ne visent pas la Terre particulièrement. Pourquoi ceux-là, ils ont une orbite qui est si excentrique, finalement, ils rentrent dans le système solaire interne. Alors, voilà ce que nous disent dans les films, voilà ce qui se passe. Voilà les raisons avancées dans les films. Dans Météore. Alors, dans Météore, c'est une comète, grossièrement schématisée, qui tape sur un astéroïde. Ça fait une grosse explosion. Il y a plein de cailloux qui partent partout. Les types dans le vaisseau qui regardent ça, ils sont un peu sidérés. Ils disent c'est vraiment dangereux. C'est incroyable. Alors, les militaires américains sont sidérés, évidemment, mais eux, ils sont sur Terre, plus tranquilles. Les gars, ils voient arriver, ah merde, il ne fallait pas rester là. Et ils prennent un astéroïde dans la tronche, ils sont morts. Donc, ça, c'est des gars qui regardaient la collision, qui a produit un caillou qui finalement est tombé sur Terre. Donc là, l'idée, c'est il y a des trucs qui glandent tranquillement entre Mars et Jupiter. Il y a un gros machin qui arrive, ça peut se percuter, paf, ça fait des cailloux, et puis il y en a un qui part, et pas de chance, il va vers la Terre. Il a une orbite autour du Soleil qui lui fait croiser celle de la Terre au moment. Ça, c'est une première solution. Dans l'image de la capture d'écran qui est en dessous, ça donne un Armageddon. Là, c'est une comète qui passe dans la ceinture d'astéroïdes. Alors, ils mettent la ceinture d'astéroïdes, vous voyez, avec des cailloux les uns à côté des autres comme ça. Hein. Il faut imaginer que c'est une centaine de milliers d'objets qu'on connaît. Leur distance moyenne se chiffre en dizaines de millions de kilomètres. Ils ne sont vraiment pas les uns à côté des autres comme on les voit ici. Et une comète passe et déstabilise finalement un des objets, le perturbe par sa gravitation. Ce n'est pas forcément en le collisionnant, mais en passant au voisinage, l'attraction gravitationnelle de la comète peut dévier l'objet qui va avoir une trajectoire qui finalement va le faire tomber vers le Soleil, par exemple, va dévier sa trajectoire. Il va avoir une orbite différente. Et puis cette orbite, pas de chance, elle coupe celle de la Terre, et pire, elle coupe celle de la Terre au moment où la Terre y est, donc un endroit au moment où la Terre y est, et ça va mal. Alors en fait, cette formation de géocroiseur par collision, bon, ça peut effectivement faire sens, mais ce n'est pas ça l'essentiel de la raison. Et la même chose pour cette déviation, là, la représentation n'est pas très bonne, mais en fait, on a vu qu'il y a tous ces astéroïdes verts entre Mars et Jupiter, et il y a Jupiter surtout. Jupiter, c'est une planète très massive, qui a une gravité assez importante, puisqu'elle est massive, et qui va donc peut perturber le mouvement de ces astéroïdes. C'est d'ailleurs pour cela, semble-t-il, à cause de Jupiter, qu'il n'y a pas eu la possibilité que ces matériaux-là s'agglomèrent au moment de la formation du système solaire pour former une planète. On a longtemps pensé que ces cailloux entre Mars et Jupiter, c'est une planète qui avait été détruite par l'action gravitationnelle de Jupiter. Il est plus probable que ce soit une planète avortée, une planète qui n'a jamais réussi à se former, à s'agglomérer cette matière, n'ayant jamais réussi à former une planète comme ça a été possible dans le système solaire interne avec Mars, la Terre, Mercure et Vénus. Et donc, on voit sur l'image de droite, ça représente verticalement l'inclinaison de l'orbite et horizontalement la distance au Soleil en unité astronomique. L'unité astronomique, c'est la distance moyenne Terre-Soleil. Donc, quand il y a marqué 2, ça veut dire 2 fois la distance moyenne Terre-Soleil. Quand il y a marqué 3, ça veut dire 3 fois la distance moyenne Terre-Soleil. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va regarder les bandes verticales, vous voyez qu'il y a clairement des nuages de points, oublions-les, mais il y a des bandes verticales blanches où il semble n'y avoir aucun objet. Il y a des distances particulières, des orbites où il n'y a personne. Et ces orbites où il n'y a personne, il y a une vraie raison. C'est parce que ces orbites sont ce qu'on appelle en résonance avec Jupiter. Par exemple, si vous regardez, il y a 3.2.1, ça c'est une zone, une lacune, on appelle ça les lacunes de Kirkwood. C'est M. Kirkwood qui a découvert qu'il y avait ces lacunes. Il y avait des manques d'astéroïdes à certaines distances et au contraire des accumulations à d'autres. Et ces manques, ils sont dus au fait que cette orbite particulière-là, entre un peu moins que 2,5 fois la distance Terre-Soleil, ces orbites-là sont en résonance 3 pour 1 avec Jupiter. Autrement dit, à cette distance-là, vous faites 3 fois le tour du Soleil quand Jupiter fait une fois le tour du Soleil. Ce qui fait que quand vous êtes au départ avec Jupiter, côte à côte, vous faites 3 fois le tour, Jupiter fait 1 fois le tour, vous revenez dans la même configuration. Et Jupiter vous donne un petit kick gravitationnel parce que vous êtes justement là, au plus proche de Jupiter. Et ça se reproduit, toutes les 3 orbites, vous êtes à nouveau au plus proche de Jupiter parce qu'il y a ce nombre, des rapports entiers, un nombre rationnel, 3 pour 1, il y a 5 pour 2, 5 tours autour du Soleil quand Jupiter en fait 2, ou 2 pour 1, 2 tours autour du Soleil quand Jupiter en fait 1. Ces endroits particuliers qu'on appelle des résonances, où on se retrouve régulièrement au voisinage de Jupiter, enfin au plus près de Jupiter, pas tellement au voisinage mais au plus près, parce que Jupiter elle est quelque part vers 5 unités astronomiques, donc elle a l'air assez lointaine, mais néanmoins, sa gravitation est tellement importante, c'est une planète si grosse qu'elle influence ces petits cailloux et elle les éjecte. À force de les perturber, leur met une petite claque tous les 3 tours, petite claque, et au bout de beaucoup de petites claques, le caillou, son orbite change et il est évacué de cette orbite à claque. Et il se retrouve éventuellement à avoir cette orbite qui maintenant va plonger vers le système solaire interne et
éventuellement couper l'orbite de la Terre. Ça peut être il y a certains astéroïdes qui ne font que couper l'orbite de Mars, d'autres qui coupent Mars et la Terre, d'autres qui coupent Mars et la Terre et Vénus, et puis d'autres qui vont couper jusqu'à Mercure, qui vont couper les 4 orbites des planètes internes. Donc voilà plutôt comment on pense que se sont formées l'origine de ces géocroiseurs. Alors la question qui est posée dans le film, c'est la question de la collision. Ça arrive sur Terre, boum, c'est sûr, qu'est-ce qu'on fait? Alors dans le film, ils ont une solution, on va voir, canonique qui est grosse bombe, quoi, petit problème, petite bombe, gros problème, grosse bombe. C'est un peu les techniques à l'américaine. Il faut aussi avoir, évidemment, ça, il faut des moyens un peu d'agir. Donc, mettons des bombes, après tout, pourquoi pas, ça peut être une solution. On casse le truc, on se dit on va casser le truc en plein de petits bouts, peut-être que c'est une solution. Il faut aussi avoir un bon programme spatial. On peut décider que les dinosaures, s'ils ont dérouillé il y a 65 millions d'années, c'est qu'ils avaient quand même un mauvais programme spatial. S'ils avaient surveillé l'espace, avoir des fusées, faire des plans, peut-être ils s'en seraient sortis. Ça n'aurait pas assuré le coup, mais bon, ils auraient une chance. Donc, vous comprenez, l'intérêt, dans les années 1980, on avait juste 0 programme de surveillance des géocroiseurs. On n'en connaissait à peu près aucun. Et s'il y en avait un peu gros qui se pointe, on peut le découvrir, mais qu'au dernier moment, de toute façon, peut-être un peu trop tardivement. Alors que là, en connaissant des milliers, en les surveillant et en regardant leurs orbites, on peut essayer de se faire une idée, malgré tout, de si dans 10, 15, 20 ans, il y en a un qui ne passe pas assez près. Même si, en pratique, dans les 100 prochaines années, il n'y a rien qui est prévu de particulièrement dramatique. Donc, dans Météore, qu'est-ce qui se passe dans Météore? On nous dit qu'il y a un fragment d'astéroïde de 8 km de diamètre qui a été détourné de son orbite par une collision, donc on a vu que ça, ce n'est pas tout à fait la bonne voie, mais enfin bon, et qui se dirige vers la Terre à une vitesse de 48 000 km par heure. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, on ne nous dit pas 48 000 km par heure, on nous dit 30 000 mph, c'est-à-dire miles per hour, des miles per hour. Un mille américain, c'est 1609 mètres, donc 30 000 fois 1609, ben, ça fait à peu près 48 000 km par heure. 13 km par seconde, donc ça ne rigole pas, c'est vraiment, vraiment rapide. Alors, le dessin, voilà, d'Orpheus qui se dessine, c'est une connerie qui est là, avec sa moustache, qui va sauver le monde. Alors, ça pose la question des vitesses. Ils ne nous disent pas 13 km par seconde, mais ils traduisent 13 km par seconde, et que ça, c'est des vitesses plausibles pour ce genre de collision. Ben, tout à fait, cette vitesse, elle est un peu basse même, mais tout à fait plausible, puisque la vitesse minimum, en fait, est de l'ordre de 11 km par seconde, la vitesse maximum d'un impact est de l'ordre de 72 km par seconde. Alors, la vitesse minimum, ça dépend de quoi? Vous avez la Terre, il y a un caillou loin là-bas, il tombe sur la Terre, il a une vitesse initiale nulle et il tombe sur la Terre, par la simple attraction gravitationnelle de la Terre. Il arrive sur la Terre à quelle vitesse? Eh ben, ça s'appelle la vitesse de libération. L'inverse, c'est je suis sur la Terre et je veux m'envoyer, je veux aller très, 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 très loin. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends une fusée, je m'accélère très, très vite jusqu'à atteindre une vitesse d'au moins 11,2 km par seconde. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération de la gravitation de la Terre. Donc, un caillou qui tombe de l'infini et qui tombe sur Terre, et qui part avec vitesse nulle, il arrive sur Terre avec 11 km par seconde de vitesse, il ne peut pas arriver avec moi. C'est juste en chute libre, littéralement, c'est la chute libre sur la Terre depuis l'infini. Alors maintenant, il y a une autre possibilité, c'est que bon, la Terre tourne autour du Soleil, ce caillou il est de l'infini, mais seulement cette fois-ci, il tombe sur le Soleil. Alors là, c'est plus embêtant parce qu'il y a un truc qui vient de l'infini qui tombe sur le Soleil est beaucoup plus massif que la Terre, et la vitesse de libération du Soleil, ce n'est pas 11 km par seconde, c'est plutôt 650 km par seconde. Alors, 620 km par seconde. 620 km par seconde. Bon, sauf qu'il ne va pas sur la Terre, il ne va pas sur le Soleil, il va croiser la Terre. Donc, un caillou qui vient de l'infini, de très très loin, et qui tombe sur le Soleil, il arrive sur le Soleil à 620 km par seconde, mais il va croiser l'orbite de la Terre, ça se calcule, à 42 km par seconde. Et si, pas de chance, la Terre, elle tourne autour du Soleil, et le caillou, il arrive exactement en face, ça sera le maximum de vitesse relative, la Terre, elle tourne autour du Soleil à 30 km par seconde, le caillou, il tombe de l'infini vers le Soleil, il croise l'orbite de la Terre, il fait 42 km par seconde, 30 plus 42, 72 km par seconde. C'est la vitesse maximum de la collision. Donc, quand on nous dit 13, là, c'est tout à fait plausible comme vitesse, c'est même un peu bas, mais c'est typiquement les vitesses de collision qu'il peut y avoir entre un astéroïde qui ne vient pas de l'infini, qui vient plutôt d'une orbite elliptique autour du Soleil, il ne vient pas de loin, 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 et qui tourne et qui croise la Terre sur son orbite. Donc, la vitesse est tout à fait plausible de ce point de vue-là. Alors, ce film Météore est très inspiré d'un projet qui s'appelle le projet Icarus, qui est le premier projet, la première tentative de concevoir ce que serait une défense planétaire. La défense planétaire, ce n'est pas la défense contre les extraterrestres, c'est l'idée qu'il faudrait se protéger d'une menace, d'un caillou, alors soit un caillou, soit un noyau cométaire, j'ai plutôt tendance à dire astéroïde, caillou donc, qui tombe vers la Terre, qui viendrait frapper la Terre. Ça, c'est les programmes qu'on appelle défense planétaire. Donc là, l'idée, c'est qu'on avait constaté, on avait calculé, dans les années 70, enfin avant 70, qu'un astéroïde géocroiseur, qui était déjà connu à l'époque, Icarus, devait percuter la Terre, pas percuter en fait, passer pas loin de la Terre.
pas loin de la Terre, c'est sympa, c'est-à-dire on peut le regarder, on peut essayer de faire des images, peut-être voir sa surface. Il devait passer à 16 fois la distance thermique. DTM, c'est la distance thermique. Donc c'est vraiment en fait très loin, la distance thermique, c'est 380 000 km. 16 fois ça, ça fait un paquet de centaines de milliers de kilomètres, quasiment 1 million de kilomètres. Bon, donc il devait passer assez loin de la Terre, mais c'était l'occasion de le regarder. Ça, c'était pour la partie astronomique. Là, j'ai représenté à droite la trajectoire d'Icarus, et le prochain passage, enfin pas le prochain passage, le passage suivant qui a été assez proche, à un peu moins de 21 fois la distance thermique d'Icarus, c'était en 2015. Donc là, quand ça passe à 21 fois la distance thermique, il y a zéro problème. Tant que ça rate la Terre, il y a zéro problème. Et donc, cet objet passe, et il y a un professeur qui s'appelle Paul Sandorf du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, un professeur dans une université américaine, ça aurait pu se faire à Grenoble, à l'université de Grenoble, et qui dit aux étudiants, tiens, il y a ce truc qui est annoncé, on va dire bon, que ça vise la Terre, en fait, on va supposer que ça ne va pas rater la Terre, ça va taper sur la Terre, et bien maintenant, étudiants, vous êtes étudiant en physique, en licence de physique, ben démerdez-vous, comment vous faites? Vous avez 15 mois. 15 mois, parce qu'entre le moment où je vous pose la question et la date prévue, 68, il y a 15 mois. Sauf qu'au lieu de dire ça rate la Terre, on dit ça tape sur la Terre. Là, démerdez-vous, je reviens dans 15 mois, je relève mes copies dans 15 mois. C'est comme ça qu'a commencé le premier projet de défense planétaire comme un projet d'étudiants. Ça a extrêmement excité les étudiants. D'abord, ils savaient que ça allait rater, donc c'était tranquille, on pouvait faire ça théoriquement, sans risque, d'une certaine façon. Et après, c'était assez excitant intellectuellement. On dit, mais comment on fait quoi? Il n'existe pas, il n'y avait pas de littérature. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Alors, la première chose qu'ils ont proposé, ils ont dit on va lancer une grosse bombe pour le pulvériser. Vous voyez qu'ils se sont dit le gros caillou il arrive, on va en faire plein d'émiettes, et puis ça va arriver le problème. Alors, évidemment, le problème, c'est que l'estimation d'énergie qu'il faut pour fragmenter un caillou de 1,4 km, c'est un gros caillou, 1,4 km. Je ne sais pas comment ça fait les montagnes après de Grenoble, là, la différence d'altitude entre Grenoble et le sommet de la montagne. Il n'y a pas 1,4 km. Ça fait combien? Quelques centaines de mètres. Le truc qu'on voit là devant, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. 600 mètres, ça fait 600 mètres de haut, quoi. 300 mètres de plus au Grenoble, quoi. Je ne parle pas de l'altitude, hein, je parle de la différence de hauteur avec le plancher de Grenoble. Pour voir ça quoi comme caillou, quoi. Un gros machin comme ça, c'est déjà pas 1,4 km de diamètre. Donc vous voyez la montagne en face, vous dites, ben, la montagne, allez-y, c'est bon, il faut la réduire en poussière. Vous avez des pioles, des pelles et des pioches. Vous vous rendez bien compte, ça va prendre du temps, quoi. Donc là, ils y allaient à coup de grosses bombes, ils avaient estimé 1000 mégatonnes, 1000 millions de tonnes de TNT, l'équivalent de 1000 millions de tonnes d'explosifs classiques pour réduire ça. C'est beaucoup. Des bombes thermonucléaires, on est en pleine guerre froide à l'époque où ça chauffe, d'ailleurs ça chauffe aussi maintenant, il n'y avait aucune bombe aussi grosse que ça. On dit, c'est pas grave, on peut en envoyer plein, mais enfin il faut en envoyer plein. Comment on en envoie plein? Parce que 1000, c'est beaucoup, 1000 mégatonnes. Alors on peut envoyer plusieurs bombes plus petites. Alors plusieurs bombes plus petites, on envoie 50 bombes de 20 mégatonnes par exemple. 20 mégatonnes, ça on sait faire, on a su faire. C'est beaucoup. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il faut qu'elles explosent toutes en même temps. Parce que si il y en a une qui explose avant les autres, ben, elle va perturber les autres, ça va repousser, ça ne va pas marcher comme il faut se synchroniser. Et plus il y a de petites bombes, et plus il faut une synchronisation pile poil. Et il ne faut pas rater son coup. Hein. C'est un pistolet à une cartouche que vous avez. Hein. Vous tentez votre chance, c'est raté, adieu. Bon. Donc ça, ce n'était pas non plus ce qu'ils ont favorisé. Ils se sont dit, on va le dévier lors de son passage à l'aphélie. Ça, c'est pas malin, c'est assez malin. L'aphélie, c'est le passage au plus haut. Donc l'astéroïde tourne autour du Soleil, il y a une orbite, il est au plus loin du Soleil, au plus près du Soleil. Passage à l'aphélie. Au plus loin du Soleil, on arrive près de l'astéroïde, on fait quelque chose et on le pousse sur le côté, et du coup, au lieu de faire la même orbite que d'habitude, il fait une orbite différente. Et comme il fait une orbite différente, il rate la Terre. C'est un autre truc, et puis il va rater la Terre, sûrement, on va se débrouiller pour qu'il rate la Terre. Alors le problème de faire ça, c'était pourquoi pas, mais faire ça, il aurait fallu lancer avant le printemps 1967. L'aphélie était atteinte au printemps 1967 et l'exercice il est posé, vous voyez, en début 1967. Vous avez 3 mois pour aller faire ça. Donc la fusée n'est pas construite, vous ne savez pas comment faire, vous avez 3 mois, il faut tout envoyer. Donc les gars ont dit, bon, peut-être on peut tenter ça, mais si on joue comme si on était en temps réel, quoi, ça se produit vraiment, c'est pas on se donne 50 ans pour réfléchir, ben, c'était trop tard, ça ne marchait pas. Donc ils ont tout de suite laissé tomber l'idée, parce que c'est une idée qui n'est pas mauvaise, mais elle était impraticable. Alors, ce qu'ils ont retenu finalement, ils ont profité du fait que, d'abord, première chose, d'abord, ils vont garder l'idée de la grosse bombe, et ça d'ailleurs dans le film Météore, c'est ça, hein, je vais vous montrer, ils ont vraiment l'idée de la grosse bombe. Alors, ils vont envoyer des bombes de 100 millions de tonnes, c'est beaucoup, hein, 100 mégatonnes de TNT, c'est des grosses bombes. La plus grosse bombe que j'ai explosée s'appelle la Tsar Bomba, une bombe russe qui a explosé en 1961 au-dessus de la Nouvelle-Zambie. Elle faisait 57 mégatonnes.
elle a vitrifié, je sais plus combien, vitrifié, ça veut dire transformé en verre 50 km² de terrain. On a vu la lumière à 1000 km, le son à, je crois, 300 km, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. C'était 57 mégatonnes de TNT. Là, ils proposent 30 bombes de 100 mégatonnes de TNT. Et là, le but, c'est pas vraiment de casser le truc, c'est de les faire sauter à côté. Donc, ça peut être un peu désynchronisé pour que ça crée une éjection de matière. Comme ça explose de la matière qui va être éjectée, cette matière qui éjecte, en réaction, va pousser l'astéroïde dans une autre direction. Et si on fait péter là, à la fin, ça peut le pousser dans un sens, un peu n'importe où, mais en dehors de la trajectoire qui l'amène sur la Terre. Donc, c'est ça qu'ils ont favorisé comme idée. Et les fusées pour emmener ça, elles venaient juste d'être construites, c'est les fusées Saturn V, qui était une toute nouvelle fusée qui allait être utilisée pour le programme Apollo, et qui était capable d'emporter 100 tonnes en orbite basse et 40 tonnes en orbite lunaire. Là, chaque bombe faisait 18 tonnes, donc il faut 6 fois la bombe, 6 fois 6 bombes, donc 6 fois 18, ça fait à peu près 100 tonnes. Donc la fusée, elle prend 100 tonnes, elle va vers l'astéroïde, elle arrive, elle fait exploser tout ça, chacune les unes après les autres font exploser tout ça. C'est la solution qu'ils ont retenue, qu'ils n'ont pas testée évidemment en pratique, mais qu'ils ont essayé d'éduquer, de travailler pour la rendre crédible. Et quand on regarde le film Météore, regardez voilà exactement ce qui se passe. Ça, c'est le système Hercules de défense planétaire des USA. Alors en fait, dans le film, c'est assez marrant parce qu'on est encore en pleine guerre froide quand même. Hein. Donc ça, c'est 14 fusées qui transportent chacune une bombe de 100 mégatonnes de TNT. C'est chaque fois, c'est l'unité qu'avaient choisi les étudiants, 100 mégatonnes, une énorme bombe pour attaquer l'astéroïde, si je veux dire, pour le dévier. Ils en avaient proposé 100 mégatonnes, il en fallait une dizaine, donc là, il y en a 14. Alors, dans le film, il y a les fusées, elles visent la Terre. Enfin, elles visent l'Union soviétique. Et puis, comme c'est quand même un problème planétaire, et puis les Américains sont quand même emmerdés, parce que si on leur dit oui, mais si on les utilise pour viser l'astéroïde, on va sauver la Terre, mais du coup, nous, on n'aura plus de bombes qui visent l'Union soviétique. Alors, ils téléphonent aux Russes, ils discutent, et les Russes, ils disent, mais nous aussi, enfin, les Américains, on sait que vous avez aussi ça. Il y a le même qui s'appelle Pierre le Grand, là, il s'appelle Hercules, et il y a deux systèmes, c'est incroyable, deux systèmes de missiles qui visent l'un les Russes, l'autre les Américains, et puis ils se regardent, il y a des caméras qui regardent, ils disent, bon, on est d'accord, hein, on va détruire Icarus ensemble, on est d'accord. Ouais, d'accord, camarade capitaliste, ça va bien. Et on voit les trucs qui tournent, en même temps, les Russes qui se dévitent, qui ne pointent plus vers l'ennemi ultime, et qui pointent, et elles partent toutes ensemble, avec ça va ouf. Ils ont tenu parole, les deux se disent de plus en plus. Bon, c'est, vu l'actualité, ça ne fait pas tellement moins rire, mais disons que, voilà, c'est donné vraiment, c'est tourné dans l'ambiance guerre froide, c'est assez étonnant. Bref, ils font ça. On voit la trajectoire du météore qui est là. Vous voyez, c'est une trajectoire assez simple, c'est tout droit vers la Terre. C'est la mécanique céleste. Ah, il n'y a plus rien. Je n'ai plus de micro, c'est pas grave. La mécanique céleste est un peu plus compliquée que ça, mais en gros, le truc vise directement la Terre. Alors, il y a même une antenne là, qui représente l'objet, le radar finalement, qui va regarder l'astéroïde pour voir son approche, petit à petit, son approche. Est-ce que ça marche? Oui, il faut l'allumer. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Ça va, sur Zoom, on m'entend, c'est l'essentiel. Vous m'entendez aussi si je parle un peu fort comme ça? Non, mais il y a d'ailleurs un problème plus grave que les piles, manifestement. C'est un coup des Russes. Bon, j'étais à ça. Et donc, l'astéroïde arrive et vise directement la Terre, et puis on voit le décompte. Bon, là, c'est pour dramatiser la chose. Alors, il y a plein de petits calculs qu'on peut faire. Par exemple, on nous dit, voilà ce qu'ils disent en anglais. Alors, il y a un caillou qui fait 1 mile, donc 1600 mètres de taille, qui se balade à 48 000 km/h, il va faire un cratère de 50 miles across, de 50 miles de diamètre et de 5 miles de profondeur. Donc 50 miles, ça fait 80 km et 8 km de profondeur. Alors Orpheus, qui ne fait pas 1, qui fait 5, alors vous imaginez, c'est une catastrophe, c'est 2 500 000 mégatonnes de TNT, l'équivalent de 2 500 000, c'est 10 ordres de grandeur au-delà du plus grand tremblement de terre jamais existant sur Terre. Ça va soulever des milliards de tonnes de poussière de la Terre. Enfin, il nous décrit la catastrophe, ce qui sera le cas, effectivement. Un truc comme ça sera une catastrophe. Le professeur Bradley, c'est Sean Connery qui joue le professeur Bradley qui explique tout ça. Alors, ce qui est marrant, alors pour ceux qui savent, c'est marrant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous serez grand, vous saurez le faire, mais ça veut dire qu'on peut faire des petits calculs comme ça. Tous ces nombres-là, moi, je peux tout vérifier si c'est possible, si c'est jouable, si c'est des nombres raisonnables, cohérents entre eux. Par exemple, il y a un simulateur. Alors ça, vous pouvez jouer avec ça déjà. Il y a un simulateur d'impact. Là, je vais donner l'adresse. Il y a un simulateur d'impact qui vous dit, vous visez tel endroit de la Terre
telle taille d'astéroïde, tel type d'astéroïde, telle vitesse, tel angle d'arrivée, bam, ça fait quel dégât. Donc c'est assez plaisant, vous pouvez viser Grenoble pour dire, voilà, si on envoie ça, jusqu'où ça va, est-ce que je pourrais encore aller skier si je rase Grenoble ou pas, enfin bref. Donc c'est une chose, et on peut comparer avec ce simulateur-là, qui est l'état de l'art, hein. C'est des gens, c'est un laboratoire de recherche sur les impacts qui a fait ce simulateur pour essayer de jauger des effets de la taille d'un cratère notamment. Et les valeurs qui sont indiquées, je vous les laisse découvrir, ça n'a rien à voir avec ce qu'indique le film, le professeur Bradley dans le film. C'est beaucoup plus grand. Alors, c'est beaucoup plus grand en diamètre et c'est moins profond, curieusement, c'est moins profond, mais c'est beaucoup plus grand en diamètre. Et les volumes mis en jeu, pour un truc comme Orpheus, c'est 500 km3. Alors, un kilomètre cube d'eau, ça pèse 1 milliard de tonnes. Et là, ce n'est pas de l'eau, c'est du caillou. Ça pèse, la densité du caillou, c'est 3 fois celle de l'eau, la masse volumique du caillou. Donc là, quand il y a 500 km3, ça veut dire qu'il y a littéralement 1500 milliards de tonnes de matière fondue et soulevée. C'est un truc énorme. C'est vraiment littéralement énorme. Bon, on peut aussi comparer avec les séismes. Donc là, j'ai pris un impact avec un objet qui fait 8000 mètres de diamètre, qui a une masse volumique 3,3 tonnes par mètre cube, 3,3 fois plus dense que l'eau, qui est typiquement les astéroïdes les plus courants qu'on appelle les chondrites carbonées. Voilà leur masse volumique caractéristique. L'énergie cinétique de mouvement de ce truc-là, ce n'est pas 2 500 000 mégatonnes, c'est 19 millions de mégatonnes de TNT, juste l'énergie de mouvement de cette chose-là. Et après, on tape sur la Terre, on calcule le séisme que ça fait, enfin, l'énergie sismique que ça peut dégager. Ce n'est pas tout à fait l'énergie sismique qui nous intéressait dans les séismes. Quand on compare les magnitudes des séismes, ce n'est pas l'énergie dégagée par le séisme qui nous intéresse, c'est le travail des forces de cisaillement, c'est en général une faille qui se déplace, c'est le travail des forces de cisaillement que l'on indique. Ce travail s'indique aussi en joules, enfin on le donne en newton-mètre, mais c'est des joules. Et en fait, le séisme, la magnitude du séisme en termes de travail des forces de cisaillement, c'est 9,3 pour cet objet-là. Et le plus gros séisme jamais enregistré sur Terre a été enregistré au Chili, à Valdivia, en 1960, c'est 9,5. Donc, vous voyez qu'on n'est pas des ordres de grandeur au-dessus, on n'a pas un séisme qui est magnitude 15 ou 14 ou 15, on est un séisme énorme, c'est énorme comme séisme, mais ce n'est pas du tout, comme le prétend le docteur Bradley, un séisme des ordres de grandeur au-dessus du plus grand séisme enregistré sur Terre. Donc, c'est pour dire que tout ce qui est dit là-dedans, il y a des choses, les nombres ne sont pas débiles, ils ne sont pas complètement idiots, mais ils ne sont pas parfaits, enfin, on pourrait les améliorer un petit peu. Alors, on sait mieux maintenant, évidemment, on sait sans doute mieux maintenant simuler les conséquences d'un impact que dans les années 79, quand est sorti le film. Alors, dans Armageddon, ça recommence. Un astéroïde qui est grand comme le Texas, cette fois-ci, alors c'est 950 km. Et il arrive à 50 000 km par heure, donc c'est encore une vitesse tout à fait raisonnable. Et puis, Harry Stamper, c'est le nom du héros dedans, Harry Stamper va nous régler le problème. Alors voilà, là encore, la France et le Texas, et je pose dessus, à la même échelle, Cérès, le plus gros astéroïde, hein, paf, vous voyez, il y a la Bretagne qui dépasse un peu, et c'est tout, quoi. Enfin un peu des quoi, mais essentiellement, la France, elle est entièrement couverte par cet astéroïde Cérès. Donc c'est un très, 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 très gros astéroïde, vraiment énorme, hein. Donc un astéroïde comme ça, s'il devait se pointer, on le verrait bien à l'avance, hein. Il est tellement gros, il serait suffisamment lumineux pour qu'on le voit bien. Cérès, c'est un astéroïde qui a été découvert le premier jour du premier mois de la première année du 19e siècle. Donc le 1er janvier 1801, Giuseppe Piazzi, un astronomie italien, a découvert l'astéroïde Cérès. Donc on l'a découvert très tôt, avec des moyens instrumentaux déjà existants, bien sûr, des lunettes déjà développées, mais qui sont rudimentaires au regard des instruments dont nous disposons maintenant. Alors voilà une image, j'aime bien cette image, c'est une vue d'artiste, comme on dit, c'est Don Davis, un grand artiste de space art, qui a essayé de représenter ce que serait l'impact d'un objet de 1000 km de diamètre sur la Terre. Bon. Il y aurait plein de choses à dire, je ne vais pas épiloguer cette histoire, mais elle est spectaculaire, cette image est spectaculaire. Cette histoire-là, elle a pu se produire, elle s'est même sans doute produite quand la Terre était encore une jeune planète, pas encore solidifiée, juste au moment, au tout début de sa formation. On pense qu'il y a un objet qui faisait à peu près la taille de Mars, donc beaucoup plus que 1000 km, hein, plutôt 3400 km de diamètre, qui a tapé la Terre en train de se former. Et ça a eu deux conséquences. Ça fait la Terre que nous connaissons actuellement, un peu plus grosse qu'elle ne l'était au début, et la Lune. Parmi les débris, il y en a certains qui ne se sont pas
éloignés à l'infini, qui sont restés en orbite autour du monde nouvellement formé, et que ces débris se sont réagglomérés et ont formé la Lune. C'est actuellement la théorie favorite, l'hypothèse favorite pour la formation de la Lune, un impact énorme, littéralement énorme, entre un corps un peu plus petit que la Terre actuelle et un objet de la taille de Mars, qui est plus petit que la Terre, mais qui est quand même une belle planète, qui sont rentrés dedans il y a 4,5 milliards d'années, donc au tout début de la formation de la Terre. Alors là, c'est l'astéroïde qui approche de la Terre. Alors on voit, il y a toujours c'est toujours une ambiance un peu bizarre avec des cailloux autour. C'est un caillou, encore une fois, c'est pas du tout une sphère. La Terre est là-bas, on sent bien que ça va droit vers la Terre. Et alors, on nous dit qu'il reste 18 jours avant la collision. Voilà le genre de petit calcul qu'on peut faire. La distance initiale, c'était donc 50 000 km par heure fois le nombre d'heures dans 18 jours. 24 fois 18 heures dans 18 jours. Le stéroïde, on nous dit qu'il a une vitesse relative à la Terre de 50 000 km par heure. Donc, on sait que l'astéroïde, là, il est à 21 millions de kilomètres de la Terre. Alors, à 21 millions de kilomètres de la Terre, on ne la voit pas si grande que ça dans le ciel. La Terre-Lune, la Lune, elle fait 1,5 degré dans le ciel, est à 400 000 kilomètres. Depuis la Terre, depuis la Lune, la Terre, elle fait à peu près 4 fois la taille apparente de la Lune, 2 degrés. D'accord ? Et donc, à 21 millions de kilomètres, je vais faire le calcul, on devrait avoir une petite Terre dans le ciel, pas une grosse Terre comme ça. Là, on n'est pas du tout à 21 millions de kilomètres. C'est en train de nous rouler un peu. Mais bon. Si maintenant c'était Cérès, si c'est un objet comme Cérès, grand comme le Texas, qui s'approche de nous, alors Cérès, qui est la distance entre la Terre et Cérès, c'est de l'ordre de 2 fois la distance Terre-Soleil, un petit peu moins que 2 fois la distance Terre-Soleil. Et sa magnitude apparente, son éclat apparent dans le ciel, c'est magnitude 7, ça veut dire qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Cérès, pour l'observer, il faut une petite lunette à minima. Dans une paire de jumelles, on peut la voir, mais vraiment, ce n'est pas renversant. Et même dans une petite lunette, dans un télescope, ça apparaîtra comme un point brillant sur le ciel. Donc, Cérès, on ne la voit pas à l'œil nu quand elle est à sa distance habituelle. Mais imaginons qu'on mette Cérès à 21 millions de kilomètres. Au lieu de la mettre 2 unités astronomiques, ça fait à peu près 300 millions de kilomètres. Au lieu de la mettre à 300 millions, on la met à 21 millions. On la met donc 15 fois plus près. Elle va être 15 au carré fois plus brillante. Je vous laisse réfléchir pourquoi 15 au carré. Et on trouve que l'apparence, alors c'est plutôt 13 quand on met les petits calculs exactement, elle devrait être magnitude moins 0,2, ça veut dire qu'elle devrait être aussi brillante que les plus brillantes étoiles du ciel. Donc si Cérès devait s'approcher de la Terre à 21 millions de kilomètres et puis s'approcher, on la verrait, ça crèverait les yeux de n'importe quel astronome amateur. Elle serait littéralement très facile à voir. Donc le président des États-Unis, dans le film, il dit alors pourquoi on ne l'a pas vu? Pourquoi on le sait que maintenant? Si vous dites c'est dans 18 jours la collision, putain, vous êtes tous des guignols dans l'astronomie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Surtout que là, il a dû faire le calcul dans sa tête. Quand même, il déconne, les gars, de la taille du Texas. Mais pourquoi ils n'ont pas vu ces guignols? C'est le président des États-Unis. Alors, le réponse faite par le gars de la NASA qui s'occupe du problème, il dit excusez-moi, les risques spatiaux, c'est $1 million. On couvre 3% du ciel et vous savez, le ciel, il est grand, monsieur le président, quand même. Donc, vous voyez que les problèmes se posent toujours un peu de la même façon. Il n'y a jamais assez de pognon pour faire les trucs dont on a besoin. C'est vrai à peu près aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs. Et il faut effectivement, ces problèmes de recherche, ce n'est pas très coûteux. Ces problèmes de surveillance spatiale, ce n'est pas si coûteux. Mais si on ne met pas l'argent dedans, tout simplement, ça ne se fait pas. Donc là, effectivement, un astéroïde de la taille de Cérès qui viserait la Terre, ça serait évident, il n'y aurait aucun risque que ça passe inaperçu et qu'on le découvre dans des moments. On aurait les temps, je ne dis pas le temps de prendre des mesures, mais enfin, en tout cas, on aurait le temps de s'en rendre compte. Alors, le gars, justement, c'est lui qui répond au président que, écoutez, avec $1 million, on ne peut pas tout faire non plus, il ne faut pas déconner, il faut envoyer le pognon si vous voulez que ça tourne. Bon, alors, lui, il nous dit ça aussi. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Pour dire, il y a un moment, quand est-ce qu'on va agir? Là, on est dans l'idée, il va falloir faire quelque chose, on va faire sauter on va faire exploser l'astéroïde, le casser en deux, littéralement, pour que les 2 morceaux éclatent. Ah, mais il n'y a pas le son du tout. Alors, les deux, on a perdu le son. Mais moi, je parle encore, mais on a perdu le son, on n'a pas du tout le son. Bon, c'est pas grave. Là, il nous dit, en fait, il y a un truc qui s'appelle, voilà, on le voit là, on va le casser en deux. Attends, on va revenir. Hop. Voilà, il parle, il dit un truc, on s'en fout, parce que ce qui va être intéressant, c'est le petit dessin. Il dit, il y a un moment précis, il faut atteindre, il faut agir avant un certain moment. Et ce certain moment, c'est le point of detonation before zero barrier. Alors en anglais, la zero barrier, il appelle ça en français, il appelle ça point zéro, l'orbite zéro. Si vous agissez au bon moment, les 2 morceaux que vous créez de l'astéroïde, ils vont s'écarter l'un de l'autre, faites casser l'astéroïde en 2 bouts, ça écarte comme ça.
mais ils se déplacent en même temps et ils vont rater la Terre. Si vous le faites au bon moment, si vous le faites trop tard, évidemment, c'est ça qui est embêtant. Donc, si vous faites au bon moment, ça va, les deux morceaux, vous avez cassé l'astéroïde en deux, et hop, ça évite la Terre, super. Ça passe rasibus, mais c'est pas grave. Ça rate la Terre, c'est cool. Mais là, si vous ne faites pas au bon moment, là, vous avez merdé, voilà, là, il n'y a plus la Terre. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, il n'y a plus la Terre. Il y a encore la Terre, quoi. Et les cailloux, l'échelle ne sont pas représentés. Les cailloux, ils n'ont pas cette taille-là. Ils font quelques kilomètres de... Alors si, c'est quand même le Texas. Hein. Donc c'est 2 demi-Texas, mais la Terre, c'est quand même 12 000 kilomètres de diamètre. Hein. Là, on parle de 2 fois un truc qui fait 950 kilomètres de diamètre. Donc coupé en deux, ce n'est pas un demi-diamètre, attention. Hein. Si on coupe un volume en deux, c'est racine cubique du diamètre. Mais bon, c'est un détail. Et donc, on coupe les trucs en deux, ça fait des gros bouts, et c'est quand même beaucoup plus petit que la Terre. Alors, il nous dit, voilà, l'orbite zéro, c'est 3h57 avant qu'il touche la Terre. Il faut absolument agir au plus tard, 3h57 avant l'impact. Bien. Donc, à 50 000 km/h, toujours la même vitesse. Alors, partie, tu devrais gagner un petit peu. Il tombe vers la Terre, il y a la gravité de la Terre qui l'attire, il se fait peut-être un peu plus rapide. Mettons 50 000 km/h, ça met l'orbite zéro à 200 000 km. 4 heures, 50 000 km/h, ça fait 200 000 km. Donc, c'est plus proche que la Lune. Le truc, il est quand même, ça chauffe. Bon, alors voilà ce qui se passe. Paf, il y a l'explosion, là, c'est Stamper, enfin Bruce Willis et ses potes, ils ont mis une grosse bombe dedans, paf, ça pète en deux. C'est assez joli, hein. Il n'y a aucune raison que ça explose comme ça. D'ailleurs, ça doit faire plein de petits morceaux. La question, c'est est-ce que c'est vaut mieux plein de petits morceaux ou un seul gros morceau? Parce que plein de petits morceaux assez gros pour vous emmerder, on va voir, il y en a un qui tape, il fait que 300 mètres de diamètre au lieu de faire 8 km. Super, mais il tape sur la Terre quand même, donc paf. Et puis la Terre, elle tourne, puis il y a le suivant qui fait aussi 300 mètres de diamètre qui arrive, paf. Elle tourne, et puis il y a le suivant, paf. Donc, est-ce qu'il vaut mieux prendre le coup de paf, 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 ou un seul gros paf à un seul endroit? Vous me direz, ça dépend qui ça vise. Si c'est la Chine, c'est pas pareil que si c'est Grenoble, évidemment. Mais bon, en tout cas, c'est une question qui n'est pas triviale, quoi. Il faut bien casser le truc en deux et pas en 50 000 bouts ou des bouts assez gros pour vous embêter quand même. Bon, il a fait une très belle explosion. C'est toujours des très belles explosions, très symétriques, avec un plan qui n'a rien à voir. Ça secoue dans le vaisseau. Ah, évidemment, c'est la catastrophe dans le vaisseau. On ne sait pas pourquoi ça secoue, ça a explosé, mais ça secoue, mais ils n'en ont rien à foutre. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'onde de choc, il n'y a rien du tout. Hein. Bon. Il faut juste être pas comme les gars d'avant, là, il y a les cailloux qui arrivent, il faut pas être dans les cailloux qui arrivent, ça d'accord. Mais sinon, vous êtes à côté, vous regardez, vous profitez du spectacle. Donc, ils sont contents, eux, sur Terre, parce qu'ils ont appris que le truc a été cassé en deux. Donc, les Américains à la NASA sont contents. Les Indiens qui mouillaient, ils sont contents, parce que c'est cassé aussi. Les Américains aussi sont contents. Dans le truc américain, les familles américaines sont contents, tout le monde est content. Voilà, tout le monde est très content. Le truc est cassé. Là, on voit plein de cailloux. Là, je ne recommande pas cette solution-là. Enfin, il casse ça en deux morceaux. Très bien. Et regardez, il n'y a plus que deux gros bouts. Il s'écarte. Regardez, là, on voit sur la simulation, vous les voyez, les deux bouts, là. Il s'écarte, et bien sûr, il rate la Terre, il se tape dans la main, c'est super, les machins ratent la Terre. Bon, super. Alors, on peut dire quand même, qu'est-ce qui se passe? Le truc allait tout droit comme ça. Et maintenant, il y a deux bouts qui explosent et qui partent comme ça. Et en même temps, ils avancent. Ils n'ont pas été ralentis. Donc, ils font faire ça. Exactement. Ils partent de là, ils vont faire ça, ils ratent la Terre. Donc, il faut se dire, on est 4 heures avant, parce qu'évidemment, comme d'habitude, c'est comme James Bond, hein, c'est 3 secondes avant d'arriver à l'orbite zéro, comme ils disent, ça prend vraiment de sens. Enfin, 3 secondes avant le bon moment et ils font le truc, quoi. Ils sont bons, mais pas de beaucoup. Donc, ils sont à 200 000 km de la Terre. Donc, il y a la Terre, il y a 200 000 km. Il y a des trucs qui doivent se séparer, alors qu'ils étaient jointifs, c'était un seul morceau. Ils doivent se séparer de combien? Le rayon de la Terre plus 600 km. Dans le gars, là, ils disent 600, ça rate la Terre de 600 km. Donc, il faut qu'en l'espace de 200 000 km horizontalement, ils se séparent de 6 000 km au rayon de la Terre, 6 378, plus 300. Enfin, plus 600, parce que 600, c'est rate la Terre. Bien. Donc, je redis, ils passent à 600 km. La vitesse tangentielle, quelle vitesse il faut mettre sur le côté? Eh bien, il faut faire à peu près 6400 et 600, il faut faire 7000 km sur le côté en 4 heures. Donc, pour faire 7000 km sur le côté en 4 heures, il faut que la vitesse soit 492 mètres par seconde. Donc, l'explosion, elle casse les deux bouts et les bouts se séparent à 500 mètres par seconde. C'est vraiment rapide. Les avions, 500 mètres par seconde, c'est déjà des bons avions. Les avions habituels, les avions de, comment ça s'appelle? Les avions de transport, de passagers, ils font 900 km/h, ils font plutôt 200 mètres par seconde, 250 mètres par seconde. 500 mètres par seconde, c'est déjà une bonne vitesse. Alors, pareil, on peut faire, hein, pour les secondes, vous n'avez pas encore vu ça, mais vous le verrez un jour, on peut calculer l'énergie qu'il faut pour faire ça. Ça se calcule, c'est beaucoup.
On connaît la masse, c'est toujours Cérès qui est cassé en deux, donc on calcule comme il faut. Ça fait 27 milliards de mégatonnes de TNT. Et les gars, ils arrivent avec juste une bombe ou deux. Enfin, c'est des grosses bombes, mais enfin, c'est juste pas beaucoup de bombes quand même. 27 milliards de mégatonnes de TNT, ça correspond à 3 dixièmes de seconde de l'énergie totale rayonnée par le Soleil. Le Soleil, bon, c'est gros. Le Soleil, c'est vraiment, ça rigole pas. Donc, ça veut dire, bon, bref, ça marche pas. On devrait se prendre sur la Terre, indépendamment du fait que plein de petits cailloux, c'est pas forcément mieux qu'un seul gros. C'est différent en tout cas, et c'est pas forcément mieux dans les conséquences. Là, il y a l'énergie mise en jeu, elle est juste délirante. Donc, ça marche pas, mais on le savait déjà. Alors, le dernier point, c'est cette comète. Ça, c'est dans Deep Impact. Alors, c'est une comète, c'est à peu près la même, c'est pas comme un astéroïde. Une comète, c'est beaucoup moins dense. C'est plutôt, comme on dit, de la neige sale. C'est des matières plutôt glacées. C'est beaucoup moins dense. Et puis surtout, quand ça s'approche du Soleil, quand ça passe assez près du Soleil, cette matière, elle peut s'évaporer et ça fait cette longue queue, cette longue chevelure de la comète qui est très spectaculaire. Donc là, c'est un noyau cométaire. Il n'y a pas d'impossibilité non plus parce qu'un noyau cométaire frappe la Terre. Alors, ils envoient pour ça, ils envoient un vaisseau qui s'appelle Messi. Le nom du vaisseau, c'est le Messi. Le nom littéral du mot. Donc voilà une image d'une comète. Ça, c'est le modèle de la comète de Halley, une comète très connue qui passe tous les 76 ans. Donc moi, j'ai pu la voir, j'ai eu la chance de la voir en 1986. J'étais vivant. La fois suivante, c'est vous additionnez, hein, ça fait 2062. Probablement, j'ai une petite chance de la voir, ce n'est pas exclu. Vous pourriez la voir, hein, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous, 2062. Vous serez quand même un peu des papilles, les jeunes gens du fond, mais normalement vivants, et vous devriez pouvoir profiter du nouveau passage de la comète de Halley, qu'on suit tous les 76 ans, depuis très longtemps. La comète qui est décédée sur la tapisserie de Bayeux, c'est la comète de Halley. Donc on sait qu'elle est là depuis très, très, très longtemps. Et donc, on a un noyau cométaire. Ils nous disent 11 km, et justement, c'est marrant, la comète de Halley, sa taille, la taille de son noyau, du noyau cométaire, de la partie glacée, mais qui s'évapore régulièrement à chaque passage au voisinage du Soleil, eh bien, il fait à peu près 11 km. Il n'est pas sphérique, il fait à peu près 11 km. Alors, le coup de la comète qui se casse en morceaux, c'est déjà arrivé. Et regardez ce qui se passe, du coup, qui se casse en morceaux, ça s'est passé, ça, en 1992. Alors là, j'étais né aussi, alors vous n'avez pas vu ça. C'est dommage, mais vous pouvez voir les images maintenant. Vous verrez d'autres trucs que moi, je ne verrai pas, sans aucun doute. Et que cette comète, Shoemaker-Levy, s'est brisée sous l'effet des forces de marée de Jupiter. Ça a fait 25 morceaux. Au lieu d'avoir une seule comète qui tape Jupiter, elle est passée près de Jupiter, ça l'a cassée en 25 morceaux, et les morceaux sont arrivés les uns après les autres. Et voilà, vous voyez, tout à l'heure, je parlais du truc qui tourne, et tac, 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 ça tape. Regardez les taches sombres, là, on en voit 4. C'est chacune, ça correspond à un impact d'un morceau de ce noyau cométaire qui a frappé la surface de Jupiter. Le gaz, Jupiter est une géante gazeuse, le gaz de Jupiter. Il y a la Terre à côté pour l'échelle, qui est beaucoup plus petite que Jupiter, la Terre. Vous voyez les dégâts que ça a causé à l'échelle de Jupiter, c'est en gros, ça aurait pulvérisé la Terre, des machins comme ça. Donc ça rigolait pas du tout. On a vu ça en direct, c'était incroyable. Comme astronome amateur, on voyait ces taches noires dans un télescope de 20 cm, on les voyait. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui ont pu voir ça dans les années 92, c'était juste hallucinant. C'est incroyable de voir ça. On ne voyait pas, là les images là-haut, c'est des images professionnelles, on ne voyait pas les petits noyaux cométaires, beaucoup trop petits pour qu'on les voit avec les instruments d'amateurs, mais les taches sur la surface de Jupiter, on les voyait, elles ont été photographiées par les amateurs, c'était incroyable. Bon, pour faire ça, ils envoient le vaisseau qui s'appelle Messi. Voici ce vaisseau, il a une jolie gueule, il y a une navette spatiale, on est à l'époque des navettes spatiales, c'est un vaisseau qui est un vaisseau nucléaire, ils l'expliquent, ils disent dedans, le vaisseau Messi est équipé d'un système de propulsion expérimentale qui fut à l'origine créé dans un tout autre but. Ce programme a été baptisé Orion. Quand ils font ça, encore une fois, on voit que la science-fiction prend des choses dans le réel, qu'elle en fait autre chose. C'est que le projet Orion, c'est un projet qui a réellement existé. Voilà un dessin des années 60, 64. C'est un vaisseau, le projet Orion, qui n'a jamais existé en pratique, mais qui était pensé techniquement pour éventuellement le réaliser, puis ça ne s'est pas fait finalement. C'était un vaisseau qui était propulsé de la façon suivante. Il y avait, dans la partie centrale, il y avait un certain nombre d'armes nucléaires, de bombes nucléaires qui étaient stockées, qui étaient envoyées à l'arrière, qui explosaient à l'arrière du vaisseau. Le vaisseau est dans l'espace, il ne décolle pas comme ça. Il est déjà dans l'espace. L'arme nucléaire explose à l'arrière. L'onde de choc créée par la matière en expansion pousse le gros système à l'arrière, qui est simplement un amortisseur, et qui, par réaction, pousse le vaisseau vers l'avant. C'était un propulseur qu'on appelle propulsion pulsée. Vous regarderez, il y a déjà eu des tests de propulsion pulsée, on appelle putt-putt en américain, en anglais. C'est des systèmes à explosion où il y a la fusée. Pour la faire décoller, elle laisse un explosif tomber sous elle, c'est un explosif chimique, ça explose. La fusée, ça la pousse un peu, elle en laisse un autre, ça explose, ça la pousse un peu, elle en laisse tomber un autre, ça explose, elle ne reste pas en l'air comme ça. Donc elle les envoie régulièrement et ça fait poum, ça fait des explosions et le machin propulse. Il y a des photos sur YouTube, des vaisseaux à propulsion pulsée chimique.
Bon, ça, c'était un projet qui a réellement été imaginé. Alors, Stanislas Ulam, c'est un grand mathématicien américain, enfin, il n'est pas de son nom, c'est un Polonais qui a émigré aux États-Unis. Alors, il a, parmi ses titres de gloire, alors, les titres de gloire les moins, comment dire, les moins agréables, c'est qu'il avait avec Edward Teller, un Hongrois, c'est lui le père qui ont inventé le système dit Ulam-Teller d'explosion des armes thermonucléaires. C'est eux qui ont réalisé la physique, qui ont pensé la physique d'explosion des armes thermonucléaires, des premières très grosses bombes thermonucléaires. Bon, ça, c'est la partie pas très cool. C'est aussi quelqu'un qui a utilisé, alors pour les jeunes, ça ne dira rien, mais pour ceux qui savent, c'est le premier qui a montré que les méthodes Monte-Carlo étaient extrêmement adaptées pour calculer les intégrales multiples et qu'à dimensionnalité élevée, au-delà de la dimension 3, des intégrales à 4, 5, 6 dimensions, typiquement, je dis ça pour faire pro un peu, pour dire qu'on n'est pas chez Guignol, quand on veut calculer dans les espaces de phase des intégrales sextuples, ça se fait beaucoup mieux avec des méthodes de Monte-Carlo ou d'intégration directe. Il a montré ça numériquement avec les premiers ordinateurs de l'époque, qui étaient des bouses infâmes, beaucoup moins puissantes que ce micro qui ne fonctionne pas. Mais on avait quand même fait des choses avec. Et d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Alors ça, je vous dis aux secondes, parce que là, ça va vous mater. Et regardez ça. Deux choses en théorie des nombres. Un truc très important. Si on met les nombres premiers et qu'on les met sur un petit système en cercle, on voit que les nombres premiers, on met dans un carré, on met tous les nombres dans un carré. 1, 2, 3, 4, et puis on colorie les cases où il y a des nombres premiers, on regarde ce que ça fait. On ne fait pas sur 5 cases, on fait ça sur 1000 cases par 1000 cases, 1 million de nombres. Vous faites ça rapidement pour la fin de la semaine. Vous coloriez les cases des nombres premiers et vous allez voir apparaître un truc assez incroyable, une sorte de spirale, pas exactement comme une spirale, mais c'est assez clair quand on regarde de loin, on appelle la spirale de Ulam. Ça, c'est la distribution des nombres premiers parmi l'ensemble de tous les nombres. Regardez ça, c'est absolument génial, c'est parfaitement à votre niveau et c'est extrêmement exaltant, enfin à votre niveau de compréhension et de jeu, de se stupéfier de ce truc-là. Et le dernier truc, encore plus stupéfiant, alors ça, je dis ça au professeur, s'ils se lancent là-dedans, je vous pourris tous vos cours jusqu'à la fin de l'année scolaire, parce qu'ils vont faire ça comme des malades. Il y a la conjecture qu'on appelle 3x plus 1. Je vous dis ça parce que ça rend marrant, quoi. Donc, vous prenez un nombre n'importe quel. Si c'est un nombre pair, vous le divisez par 2. Si c'est un nombre impair, vous le multipliez par 3 et vous ajoutez 1. Ça vous donne un nouveau nombre. Ce nouveau nombre, soit c'est un nombre pair et vous le divisez par 2, soit c'est un nombre impair et vous le multipliez par 3 et vous ajoutez 1. Ça vous donne un nouveau nombre, et etc., etc. Et la conjecture 3x plus 1 de Ulam, c'est quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de départ que vous preniez, vous arriverez toujours à 1. Et même vous arriverez à 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Quand vous êtes à 4, vous êtes à 2. Quand vous êtes à 2, vous êtes à 1. Quand vous êtes à 1, 3 fois 1 plus 1, ça fait 4. Vous revenez à 4. Vous êtes à 2, vous êtes à 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Vous êtes sur le cycle 4, 2, 1. Quel que soit le nombre de départ, essayez à la main sur quelques nombres, 3, 8, 15, 22, 57, 17. 17, ça va vous occuper. Il y a 121 étapes, je crois, avant d'arriver à 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Et vous prenez 16, il n'en faut que 4. 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Et vous prenez 18, 9, après 27, je ne sais pas quoi, encore 82, puis 41, et ça redécroît. Regardez ça. Vous êtes foutus, si vous vous intéressez à ça, vous êtes foutus. Alors, incidemment, si vous voulez faire œuvre utile dans la communauté mathématique, la conjecture de Ulam, qu'on appelle aussi conjecture de Syracuse, on appelle ça problème de Syracuse, eh bien, la conjecture 3x plus 1, elle n'est pas démontrée. C'est-à-dire que pour l'instant, on pense que n'importe quel nombre de départ aboutit aussi 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, mais il n'y a pas de démonstration. Si vous démontrez ça, vos problèmes de carrière scientifique sont réglés. Vous serez automatiquement classé dans la catégorie des génies ou des très très forts en maths et beaucoup de portes s'ouvriront à vous. Même sans faire ça d'ailleurs. Mais si vous le faites, là, vous êtes dans un boss. Bon, donc ça, c'était la partie mathématique amusante sur Ulam. Alors, donc, il y a ce vaisseau, et ce vaisseau il est envoyé, il a toute une trajectoire un peu compliquée pour atteindre la comète et puis la défoncer, quoi. Alors, voilà ce qui est montré dans le film. Il y a cet écran qui est montré, qui est vachement intéressant, parce que dessus, il y a plein de nombres. Alors, quand il y a des trucs comme ça, moi, j'adore. Je fais pause, je fais une copie d'écran et je vais regarder ce qui se passe. Alors, d'abord, on reconnaît des petites choses. Vous voyez, il est marqué Sun, on ne le voit pas bien sur l'écran, mais au centre, c'est le Soleil. En vert pointillé, c'est l'orbite de la Terre. On comprend que l'orbite bleue, l'orbite courbée, là, une espèce d'orangé, c'est la trajectoire de la comète.
il y a la Terre, on la voit, elle est décidée, et puis il y a la comète, et mais ça va se produire, donc on comprend que ça va se cogner. Et puis il y a part de la Terre, vous voyez que la Terre sur son orbite pointillée verte, il y a un truc bleu là, puis il part de l'écran, et hop, on le voit réapparaître de l'autre côté. C'est la trajectoire du vaisseau, la trajectoire du Messie, qui doit arriver pas loin du machin là-bas, dans le carré rouge, il doit arriver pas loin de l'objectif, avant que la comète ne frappe la Terre, avec une vitesse de 954 mètres par seconde relative, il doit se poser, faire des plans, et voilà. Et puis, il y a un truc qui est écrit, donc là, il y a plein de choses à dire, mais je ne rentre pas dans les détails. Il y a la trajectoire du Messie en bleu, il y a ce truc qui est écrit quand même ici. Il y a écrit ici 26,4 km² par seconde au carré au décollage. Alors ça, c'est exactement ce qu'on dit des fusées. On appelle ça l'énergie. Alors, le C3, techniquement, les gens appellent ça le C3 dans l'orbitographie, dans la mécanique céleste, c'est le double de l'énergie par kilogramme de la fusée. C'est aussi la vitesse finale à l'infini. Si la fusée part avec cette énergie-là, à l'infini, elle a cette vitesse. Pas cette vitesse, elle a une vitesse qui est la racine carrée de ça, pour que ça fasse une vitesse. Et donc, ce truc-là, c'est un nombre qui est parfaitement connu en trajectographie, en mécanique céleste, pour faire des orbites pour aller sur Mars, sur la Lune, visiter des astéroïdes, envoyer des sondes un peu partout. C'est absolument connu. Et mieux, la valeur qui est donnée là, oublions même son sens, voilà les valeurs qui sont données, par exemple le C3 qu'il faut pour atteindre Mars ou un astéroïde géocroiseur. Il faut une valeur comprise entre 10 et 25. Et regardez, il y a 26,4. On est vraiment dans le bon ordre de grandeur. Là, le nombre qui est là, il est très, très bon. C'est vraiment la très bonne valeur qu'il faut, une très bonne valeur. Vous voyez, pour aller sur Jupiter, enfin, il faut payer plus. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup plus d'énergie pour payer ça. Bon, bref, au final, là, ils ont fait un truc qui est vraiment sympa, qui est tout à fait pertinent dans la façon dont le Messie doit voyager pour atteindre la comète et après la bousiller. Bon, là, c'est moins clair ce qu'ils font eux-mêmes. Alors, il y a cette dame-là, qui est une journaliste, Jenny Lerner, dans le film, et il y a un astronaute qui a disparu. Ils ont tenté un coup, ça a merdé, il y a un mort. Ah oui, c'est Gus Partenza. Bref, c'est à l'américaine, ça pleurniche bien. Bon. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le gars qui est sur la photo, c'est regarder l'image à gauche. Il y a une espèce de truc un peu jaunâtre, moisi, quoi. Et ce truc jaunâtre moisi, en fait, au début, il y a ça qui est à côté, il y a Gus Partenza qui n'est pas là, puis quand elle parle dans le film, il apparaît, mais il y a l'image du fond. Et l'image du fond, c'est la comète que Gus Partenza devait aller détruire, et le pauvre Américain, il est mort. Et regardez, alors là, vraiment, ça m'a demandé un effort. Quand j'ai vu cette image-là, moi, elle m'a parlé, et effectivement, j'ai retrouvé. Regardez les deux images, c'est exactement l'image qui a été faite par la NASA du noyau de la comète Hyakutake. Une comète qui est passée en 96, le film date de 98. C'est le noyau de la comète Hyakutake photographié par le télescope spatial Hubble, où on voit là le noyau, la partie centrale, et puis toute la partie diffuse autour qui correspond à la lumière du Soleil diffusée par la poussière cométaire, éjectée parce que la comète est chauffée par le Soleil. La comète Hyakutake, qui est une comète assez spectaculaire dans les années 87. Et donc, ils ont pris exactement cette image. J'étais content de la retrouver parce que c'est exactement. Alors là, ça fait 1 heure que je parle. Alors, soit je fais quoi? Soit je continue pendant encore environ que j'ai fini, soit on passe aux questions. Alors, je peux quand même évoquer des choses. Attendez que je regarde, je vois que j'ai été extrêmement bavard, mais ça, c'est un classique. Donc, je peux quand même parler des méthodes de déviation, parce qu'après, c'est foutu. Donc, comment quand même on se débrouillerait si on voulait dévier? Alors, quand même, c'est important. S'il nous arrive dessus, on fait quoi? On fait quoi en vrai? Enfin, en vrai, on a testé. Si, parce qu'il n'y a pas besoin de choses intéressantes. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que vous êtes pressé? Et oui, c'est pas. Parce que des fois, les petits cailloux, par exemple, genre 100 mètres de diamètre, il est tellement petit et si peu brillant qu'on peut le détecter que là, quand il est à quelques millions de kilomètres, on dit ah, il est là, merde, il va nous taper dessus dans 15 jours. Ça peut arriver, mais pour les petits. Parce que c'est les petits qui sont aussi les plus difficiles à voir. Un gros machin comme Cérès, à des millions de kilomètres, on le voit, mais sans aucun problème. Même à des dizaines de millions de kilomètres, sans aucun problème. Donc, pressé, ça veut dire ça arrive dans 15 jours ou ça arrive dans 10 ans. Parce que c'est un truc à une orbite bien connue, nous, notre orbite, et puis on calcule, et au bout de 10 ans, on dit, oh là là, mais dans 10 ans, il y a un problème. Donc, on est moins pressé. Alors, si on est pressé, les techniques canoniques, c'est les explosifs, soit chimiques, soit nucléaires. On peut le faire exploser en altitude. J'ai un peu évoqué tout ça, donc je ne vais pas en reparler. En surface, on les pose dessus. En altitude, c'est au voisinage. En surface, on les pose dessus. Ou en subsurface, on creuse un trou. C'est ce que fait Harry Stamper là, dans le film. Là, il se pose sur l'astéroïde, il creuse un gros trou, et puis il met son truc dedans, et puis paf, ça explose, et puis il se sacrifie glorieusement. Et puis, ça peut être dévié par impact. Donc là, au lieu d'envoyer une bombe, le truc tourne et on envoie un truc, paf, qui tape dedans très fort. Ça, on va en parler parce que c'est d'actualité. D'actualité au sens des tests. Après, les autres méthodes, si vous n'êtes pas pressé,
C'est-à-dire, si vraiment vous dites, bon, ça va, j'ai 10 ans pour agir, on va essayer de faire un truc, il y a des méthodes dont je vais vous parler, les tracteurs gravitationnels, les remorqueurs, la vaporisation, et un truc dont je ne parlerai pas, l'effet Yarkovsky, parce que sinon on est foutu. Donc, déviation par impact. Voilà, ça c'est la comète Tempel 1, donc c'est une image réelle de la comète Tempel 1 quand elle a reçu un objet qui a été envoyé, qui s'appelle Deep Impact, comme le film, et c'est le film qui a pompé le nom. Deep Impact, ou l'inverse, non, c'est lui qui a peut-être pompé le nom du film, c'est 2005. Deep Impact, c'est l'idée qu'on allait avoir cette comète, l'observer, et qu'on allait envoyer un boulet de 300 kg de cuivre et de je ne sais pas quoi, de matériaux qu'on ne trouve pas dans les comètes, pour ne pas le mélanger, enfin, quand on observe le résultat, qu'on ne confonde pas le matériau de la comète et le matériau du boulet, on envoie littéralement un boulet très rapide pour taper sur la comète et voir ce qui se passe. Là, l'idée, c'est quoi? En faisant cette collision, pof, ça sort des trucs, plein de matériaux à l'intérieur de la comète auxquels on n'avait pas accès et qu'on peut regarder. Vite, on fait des photos, on regarde, on fait de la spectroscopie, on étudie tout ça. C'est ce qui s'est passé. Mais du coup, cet impact, il a une conséquence sur l'orbite de la comète. La comète, elle a pris un coup. Et donc, ça a changé un tout petit peu son orbite. Pas beaucoup. Ça a diminué sa vitesse orbitale de 0,1 millionième de mètre par seconde. Pas beaucoup. Donc, mais quand même, l'effet, c'est que ça modifie la distance du périhélie de 10 mètres. C'est-à-dire que l'orbite de la comète, ce n'est pas exactement la même. Et sa distance au minimum d'approche du Soleil, c'est 10 mètres plus proche qu'avant. Pas délirant, mais il y a eu un effet qu'on a pu mesurer et on a su comment on a tapé, on a mesuré l'effet, ça marchait, on dit la déviation par impact, ça peut fonctionner. Ce n'est pas renversant, il faut mettre des moyens un peu plus importants, mais ça peut fonctionner. On a même fait une image avant-après, elles ne sont pas terribles. J'ai même mis des flèches là pour qu'on voit bien le après. On a vu le cratère qui fait 200 mètres de diamètre. Il y a eu un sacré gros pet à la surface de la comète avec ce boulet qui faisait, j'ai dû indiquer là, 372 kg qui est arrivé à 10 km par seconde. Il est arrivé vraiment. Alors, c'est d'actualité parce qu'il y a une mission qui est partie le 24 novembre dernier, vous n'êtes peut-être même pas au courant de ça. Une mission s'appelle DART, une mission de la NASA. L'idée, c'est d'envoyer cet objet, cette sonde DART, D-A-R-T, comme fléchette en anglais. Et l'idée, c'est que cette fléchette va aller taper sur un astéroïde qui s'appelle Dimorphos. Et Dimorphos, c'est un satellite de cet astéroïde qui s'appelle Didymos. Donc Dimorphos, Didymos, c'est un astéroïde double. Il y en a un, le principal, et un plus petit qui tourne autour. On va viser le plus petit et on va lui taper dedans plein pot. L'astéroïde qui est là, le spacecraft qui est là, le vaisseau qui est là, son objectif, c'est de taper le plus vite possible, à la plus grande vitesse possible, taper dans Dimorphos, mais comme ça, head-on, quoi. Poum, voir ce qui se passe. Donc, ce qui va se passer, c'est que le spacecraft va être détruit, mais Dimorphos, il prend un pain. Et le truc arrive, il fait 500 kg, il arrive à un peu moins de 7 km par seconde, ça ne rigole pas du tout. C'est beaucoup moins massif que le petit Dimorphos qui fait 165 mètres de diamètre. Donc là, c'est la montagne qui est en face, dans un bout de la montagne, et boum, vous tapez dedans plein pot. Et puis, il se trouve qu'on va faire la collision. Alors, suivez ça, hein. C'est en octobre prochain, le 21 octobre 2022, est prévu la collision. Ça peut être un jour avant, un jour après, ça va dépendre un peu des guidages et des derniers ajustements. Mais le 21 octobre 2022, il est prévu que, alors que Didymos passera à 11 millions de kilomètres de la Terre, il sera au plus près de la Terre, 11 millions de kilomètres, c'est très loin, avec les télescopes au sol, on va observer l'impact. On va l'observer avec les instruments à bord. Il y a ces trucs italiens, les Italiens, c'est des malins, les Italiens. L'Isia Cube, ils ont mis des petits CubeSats qui vont se séparer du gros spacecraft et ils vont suivre les petits CubeSats et ils vont regarder, ils vont photographier. En gros, c'est une GoPro qui est sur un CubeSat, hein, je caricature à peine. C'est cette caméra qui est là, mise sur un petit CubeSat qui va photographier tout ça, envoyer tout ça sur la Terre pour voir l'effet de la collision, l'effet visuel de la collision, sur Terre au télescope avec de la spectroscopie, et ensuite, Dimorphos qui est en orbite, son orbite va être modifiée. Et on va, normalement, si tout se passe comme prévu, eh bien, l'orbite de Dimorphos, on peut faire les calculs, même si c'est des petits calculs qu'on peut faire, il faut être en terminale, ça va diminuer la vitesse orbitale de Dimorphos de 0,5 mm par seconde. Là, la vitesse orbitale, c'est 173 mm par seconde. L'astéroïde, il tourne à 173 mm par seconde. Ça fait 34 cm toutes les deux. Je dis 34 cm, c'est la longueur de mon pied. Donc, il bouge comme ça. Voilà la vitesse de Dimorphos. Et paf, il va perdre 0,5 mm par seconde. Et ça va modifier sa période orbitale de 7 minutes. Et comme elle vaut un peu moins de 12 heures, on va le mesurer depuis la Terre. On va voir que son orbite a été modifiée. On va voir si c'est passé comme prévu.
Parce que ce n'est pas si simple. Si c'est un truc très dur comme du caillou, ce n'est pas la même chose que c'est un truc mou où Dart va rentrer dedans et puis il ne va rien faire. Ça va faire un peu quelque chose. Il va s'enfoncer dans une espèce d'édredon, si j'ose dire, d'édredon astéroïdal. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qui va se passer en pratique, parce que ce coup-là, ça va nous renseigner sur est-ce que c'est efficace de le faire. Bien sûr, il va se passer quelque chose, bien sûr, ça va dévier un peu, mais ce n'est pas la même chose selon la qualité du matériau sur lequel va taper Dart. Et puis, la combo, c'est qu'en 2026, alors partira en 2024, mais arrivera en 2026, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui envoie la mission ERA, qui, elle, va aller voir sur place l'état de la situation. Là, il y a le truc qui est rentré dedans, on voit les effets, est-ce que ça a dévié, on a vu un peu de gaz autour, et ERA va aller là-bas et va regarder en grand détail le cratère qui a été formé par l'impact de Dart 4 ans avant. Et donc arrive, et ça c'est prévu, il y a une combo entre l'ESA et la NASA pour faire ça, et ça sera la première fois qu'on teste en vraie grandeur la possibilité de dévier un astéroïde. Parce que là, on se dit 0,5 mm par... On fait d'abord sur un astéroïde double, comme ça, au moins, c'est l'orbite du secondaire qui est perturbée. Ce n'est pas l'orbite du principal, parce que si on perturbe l'orbite du principal de 0,5 mm par seconde, on dit, bon, c'est pas beaucoup, mais peut-être au bout de 583 ans, c'est suffisant pour que ça rentre dans la Terre. Donc ça, on veut éviter quand même ce genre de soucis pour être sûr qu'il n'y en ait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un astéroïde double. Et puis, l'autre solution, c'est le tracteur gravitationnel. Donc, ça, l'idée, il reste 5 minutes quand même. Ouais, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est, vous mettez une grosse masse au voisinage de l'astéroïde et les deux masses s'attirent. L'astéroïde et le satellite tombent l'un vers l'autre vers leur centre de gravité commun. Et puis, si l'astéroïde il tombe un peu, en se propulsant, il recule, et bien c'est comme si il tombe, il recule. Non, il tombe, il recule. Il tombe, il recule. Il tombe, il recule. Vous voyez ce que vous avez compris l'idée? Il tombe vers leur centre de gravité, lui, il recule un peu. Il tombe vers leur centre de gravité, lui, il recule un peu. Et donc, il tire gravitationnellement l'astéroïde. Il le dévie gravitationnellement. Ça, c'est une possibilité aussi tout à fait plausible. L'autre solution, mais qui n'a pas été testée encore, l'autre solution, c'est le remorqueur spatial. Alors, carrément, ça, vous avez un vaisseau qui arrive et qui s'agrippe à l'astéroïde et qui le pousse ou qui le tire. Alors là, c'est plutôt pousseur spatial qu'on devrait arriver. Donc, il arrive, il y a un moteur, pas forcément génialement puissant, mais ce n'est pas grave, il pousse tout le temps. Vous mettez un moteur sur l'astéroïde. Ce n'est pas facile à faire en pratique. Il y a peut-être des solutions. Si l'astéroïde tourne sur lui-même, ce n'est pas très facile. L'astéroïde tourne, il faut s'agripper, il faut tourner. C'est compliqué. Donc, il y a des solutions, je passe. Si ça tourne, on peut s'arranger. L'autre solution, c'est vaporisation de surface. Là, c'est malin aussi. Vous éclairez l'astéroïde soit avec des rayons laser, avec des faisceaux laser très intenses, soit avec des réflecteurs solaires. Vous réfléchissez la lumière du soleil, vous la concentrez pour échauffer la surface de l'astéroïde. Ça évapore de la matière. Cette matière qui s'évapore, elle part avec fin de vitesse et ça propulse. C'est comme si vous faisiez un petit geyser, un petit jet qui va propulser l'astéroïde par réaction en direction opposée. Et comme ça, vous pouvez espérer éventuellement dévier un astéroïde. Bon, et puis, on peut classer les différentes méthodes selon que vous avez du temps. Donc, 1 an, 2 ans, 5 ans, jusqu'à 100 ans, et la taille de l'astéroïde. Alors, quand vous avez du temps et que c'est petit, il n'y a aucun problème, ça s'appelle civil défense. Planquez-vous, mettez-vous aux abris, on laisse tomber le truc et on sort. Bon, c'est comme s'il y avait les Ukrainiens, ils font ça tout le temps en ce moment, sauf que ce n'est pas les astéroïdes, c'est des bombes russes qui arrivent. Tractor, donc là, si vous avez du temps et que c'est un peu plus gros, c'est le truc qu'on peut imaginer envoyer un bout de moteur qui va pousser l'astéroïde pendant 6 mois, 8 mois pour essayer de dévier suffisamment. Et puis, si c'est gros et que vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est le règne de la grosse bombe, très grosse bombe, super grosse bombe, un peu comme on a vu, et sachant qu'on ne sait pas bien le faire, qu'on n'a jamais testé ça. Le seul test qui est fait pour l'instant, c'est l'effet de kinétique, c'est l'effet d'impact. Et c'est DART. On a eu Temple, mais ce n'était pas le but de dévier. Et la DART, c'est le but vraiment de vérifier si on est capable de dévier, de comment ça se passe, etc., d'avoir un peu de documentation là-dessus. Donc, si ça arrive, essentiellement, le coup des dinosaures, s'il se reproduit une fois, on est foutu, essentiellement, on ne sait pas le dévier. Si c'est plus petit, ça arrive tout le temps. Il y a à peu près 50 000 tonnes de matière météoritique qui tombent sur Terre tout le temps. De temps en temps, il y a un gros bout. Vous vous rappelez peut-être, il y a 3 ans, la météorite de Tcheliabinsk qui est tombée en Russie. Il y a un bolide incroyable. Il y a un morceau de 500 kilos qui est tombé au sol. Il y a une onde de choc qui a brisé des milliers de vitres, qui a blessé des gens, les verres qui a cassé. Les gens, ils sont pris des morceaux de verre. Ça a blessé du monde. Regardez ça, la météorite de Tcheliabinsk, c'est spectaculaire.
Bon, il y a eu des blessés, au sens des morceaux de verre, mais il n'y a pas de morts, il n'y a pas eu de grandes catastrophes. Mais c'était un morceau qui est arrivé au sol qui faisait quelque chose comme 500 kg, on l'a retrouvé, puis plein de petits débris. Il devait peser quelques dizaines de tonnes en entrée de l'atmosphère. Ça arrive de temps en temps. Quand c'est un caillou de 100 mètres, là, ça serait déjà un peu plus embêtant. Mais il n'arriverait pas 100 mètres, parce qu'en rentrant dans l'atmosphère à très, très grande vitesse, j'ai dit tout à l'heure 40 000, 50 000, 60 000 km par heure, les frottements vont faire fondre une partie du caillou, puis il n'arrive plus que des petits bouts, il va se casser dans l'atmosphère. Il n'arrivera plus que des morceaux plus petits, mais qui peuvent être assez fâcheux. Il y a une fois, il y a un caillou qui est rentré dans une bagnole, qui a fait un trou à travers le bloc moteur de la voiture, qui a fait un trou, quoi. Le caillou, il est passé, ça fait un trou dans le moteur, voilà, crac. Alors le gars qui a eu ça, il n'était pas content, parce que les assurances américaines lui ont dit, bah non, tu n'es pas assuré contre la chute des météorites, tu n'es pas assuré, camarade, c'est ton problème, on est chez les capitalistes ici. Donc, ta bagnole, elle est pourrie, tant pis pour toi. Mais il a eu très rapidement des offres à prix d'or de lui acheter sa bagnole, qui est la bagnole qui a un trou de météorite au milieu. Donc finalement, il a revendu sa bagnole pourrie, super chère, parce qu'elle était percée par un truc de météorite, un truc incroyable. Et on la voit, elle est au musée des météorites. Hein. Il y a un grand musée des météorites à Canyon Diablo, là, près du. C'est pas Canyon Diablo, c'est au Météor Crater, je crois. Je crois qu'elle est exposée. Enfin, elle est exposée quelque part aux États-Unis. La voiture a été achetée. Et on peut la voir, l'effet que ça fait sur une voiture. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que j'étais déjà un peu long. Merci de votre attention et merci de vos questions. S'il y en a maintenant, je vais répondre à vos questions. On va prendre quelques questions. Vous allez parler fort. Vous parlez fort, oui. Parce que le micro, on n'en a pas. Vous voyez, moi, je parle encore fort. Alors. On va réessayer. Il va peut-être essayer. On va essayer. Qu'est-ce qu'il y a une question là déjà pour démarrer? Allô. Non, ça ne marche pas. C'est tombé en panne définitivement. Vas-y, jeune homme là, au maillot blanc. Lève-toi et parle fort, s'il te plaît. Ah, oui, alors, alors, est-ce qu'on peut calculer les risques, la probabilité qu'un astéroïde de telle ou telle taille tombe demain sur la Terre? Oui. Alors, c'est des estimations qui sont faites, mais qui sont faites sur le passé et pas sur des statistiques concrètes, évidemment. Donc, c'est toujours des valeurs extrêmement basses. Pour prendre l'exemple de la météorite qui a frappé la Terre il y a 66 millions d'années et qui a précipité la fin des dinosaures, on pense que ça, c'est un truc comme ça, c'est une tous les 10 millions d'années. L'ordre de grandeur, c'est un truc. Tu vois, ça n'a pas dit grand-chose quand on dit il y a 66 millions d'années, puis tu dis un tous les 10 millions d'années. Peut-être c'est demain, mais typiquement, c'est plutôt pas très fréquent tous les 10 millions, ça veut dire que ce n'est pas très fréquent. En fait, il faut réaliser que toutes les valeurs de risque calculées, c'est inférieur à mourir dans un accident de la route. Soit que tu sois au volant, soit qu'une voiture te roule dessus, mais ce n'est pas inférieur, c'est énormément inférieur. Donc, ce n'est pas du tout un risque important. Majeur. L'inconvénient, c'est qu'un gros machin, typiquement 1 kilomètre de diamètre, qui peut avoir une fréquence tous les 100 000 à millions d'années, un truc comme ça fait des gros dégâts. Donc, c'est toujours un peu la difficulté dans ce genre d'événement, extraordinairement rare, mais qui peut avoir des conséquences énormes. Alors qu'en revanche, les accidents de voiture, c'est extrêmement fréquent, et ça a des conséquences que locales. Ça tue que la personne qui est sous la voiture. Tous les autres autour, ils disent heureusement, ce n'est pas moi, quel pauvre jeune homme qui s'est fait écraser par une voiture. Donc, entre le fréquent et local, et qu'à la fin on oublie, et le pas fréquent, mais qui a des conséquences éventuellement énormes, il y a toujours ce jeu dans la perception des risques. Et ce n'est pas vrai d'ailleurs que dans la perception des risques d'astéroïdes. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire, et c'est bien pour ça qu'il a été argumenté qu'il fallait commencer à s'éduquer sur ces questions-là. S'éduquer au sens recenser les géocroiseurs pour avoir une meilleure perception du risque, une meilleure estimation qui reste extrêmement faible. Et deuxièmement, être capable d'avoir testé des méthodes pour ne pas inventer la méthode un peu sous la contrainte au dernier moment. Et c'est de voir, c'est des choses qu'on peut tester, d'où DART et d'autres propositions qui suivent. Il y avait d'autres missions, mais qui ont été abandonnées ensuite, mais qui étaient proposées pour tester la déviation par impact. Donc la probabilité est extrêmement faible en pratique, de toute façon. Donc il y a des sources d'inquiétude bien plus proches en kilomètres, bien plus présentes, bien plus proches en temps que les impacts d'astéroïdes, évidemment. Thomas, tu as une question de... Non, il n'y a pas de question. Autre question? Moi, j'ai une question qui concerne plutôt le rapport à la science-fiction et aux films de science-fiction. Quand j'ai vu que c'était une conférence sur les impacts, je me suis dit, tiens, il va y avoir quelque chose sur Don't Look Up. Et finalement, il n'y a rien. Ben oui, il n'y a rien sur sur Don't Look Up. Est-ce que finalement, les films sont maintenant mieux faits scientifiquement et du coup, il n'y a pas... Ah non, alors justement, il n'y a rien sur Don't Look Up, pour deux raisons. La première, c'est quand cette conférence a été créée, Don't Look Up n'était pas sorti. La deuxième raison, c'est que je suis arrivé, je suis à une bourre fantastique de plein de trucs, et donc je n'ai pas mis à jour cette conférence. Mais
Je comptais justement dans le train en revoyant la conférence, je me dis, ah, ça y est, merde, j'ai rien mis sur Don't Look Up, mais je comptais sur la pertinence du public pour dire Don't Look Up. Donc effectivement, alors Don't Look Up, c'est autre chose. C'est une question d'impact, évidemment, puisque c'est une comète qui vient frapper la Terre, mais ce qui est évoqué, ce n'est pas la réaction des humains. Enfin, si, c'est la réaction des humains, mais ce n'est pas on va l'éviter. Justement, ils vont jusqu'au bout et la comète, elle tombe sur Terre et la Terre est rasée. Enfin, pas rasée, mais enfin, il y a des problèmes. Donc là, l'idée, ce n'est pas tellement comment on va l'éviter. Dans tous ces autres films, on évite la catastrophe et tout se passe bien. Et d'ailleurs, les dirigeants, oui, il y a une comète qui arrive, on voit une grosse arme nucléaire, etc., etc. Il y a des morts, mais c'est des héros. Bon, là, tout le monde est mort. Donc, dans Don't Look Up, ce qui est traité dans le sujet, c'est plutôt comment on réagit face à une catastrophe d'ampleur mondiale, pas juste ça concerne Grenoble, bah, les Parisiens s'en foutent, ou Paris, les Grenoblois disent ils ont qu'à se démerder, ils ont la pollution. Bon, chacun son coin, et puis basta. Là, ça concerne tout le monde, donc c'est difficile de trouver quelque chose de plus existentiel que la destruction de la planète par un astéroïde ou en l'occurrence une comète qui va la frapper. Et donc, dans Don't Look Up, ce qui est posé comme question, c'est comment réagit le public face à cette nouvelle-là, qui est une nouvelle existentielle pour l'humanité, comment réagissent les dirigeants, les entreprises, enfin, comment réagit tout le monde vis-à-vis de cette chose-là. C'est ça qui est traité dans Don't Look Up. Donc, ce n'est pas tant un film sur les impacts, donc c'est pour me défausser un peu, qu'un film sur nos réactions face à une catastrophe annoncée, inévitable, et enfin, difficilement évitable. Il y avait une tentative dans Don't Look Up, difficilement évitable, mais comment on réagit. Et on voit, alors je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, les réactions, évidemment, sont très mauvaises, totalement inappropriées et pas du tout à la hauteur du problème. Et donc, le parallèle qui a été fait bien volontiers entre Don't Look Up et la situation réelle, qui est plutôt largement climatique, c'est que il y a un problème existentiel, il n'y a rien de moins que l'habitabilité de la planète par les humains. Finalement, une planète à 5 degrés ou 4 ou 5 degrés de température moyenne supplémentaire à l'échéance de 2100, ça élimine une énorme fraction des continents comme zone habitable durablement par les humains. Et donc, c'est une question littéralement existentielle pour les humains, et pas que pour les humains, pour en fait tout le non-humain, tout le vivant non-humain. Et donc, il y avait ce parallèle qui était fait dans Don't Look Up avec l'inertie, pour ne pas dire pire, des dirigeants de la population en général. Avec une différence énorme, qu'on peut quand même discuter, c'est que dans Don't Look Up, il y a une échéance, c'est le 17 mai 2025, la comète tombe, enfin, je dis une date au hasard, mais je ne sais plus ce que c'est dans le film, mais le 17 mai 2025, il y a une comète qui tombe sur la Terre, vous n'aurez rien fait, l'humanité est foutue, il y a une deadline, donc il faut se démerder avant, et on peut anticiper de toute façon, on dit, comme j'ai rendez-vous demain, il y a l'examen dans 8 jours, enfin, on peut prévoir le coup, donc ça aide, ça a l'air de rien, même si c'est une deadline qui peut être courte, une date limite qui peut être courte. Dans le cadre de réchauffement climatique, il n'y a pas de date limite. Ça aurait été bien de commencer il y a 40 ans, ça aurait été pas mal il y a 30 ans, ça aurait été sympa il y a 20 ans, ça serait très très bien de commencer tout de suite. Si c'est que dans 5 ans, il faut le faire quand même. Dans 10 ans aussi, il n'y a pas de deadline. C'est une catastrophe, entre guillemets, c'est un problème permanent. Voilà. Et donc, ce n'est pas du tout le même comportement entre un truc avec une date limite et quelque chose qui est en permanence, il faut agir en permanence. Donc, il y a ces deux aspects-là qui ne sont pas du tout les mêmes dans les situations. Dans Tintin et l'étoile mystérieuse, ah, oui. Il y a deux scientifiques qui prédisent que cette étoile mystérieuse va frapper la Terre, et en fait, elle la rate. Donc, alors non, elle tape dessus quand même. Il y a un bout qui tombe dedans. Il y a les reliques. Alors, ouais. C'est très drôle le passage où le scientifique un peu l'expérait. Calistène, le professeur Calis, non pas c'est le Calistène, c'est le professeur Calis. Donc nous, on observe les objets. Quelle est la capacité des scientifiques aujourd'hui à quelle précision ils peuvent prévoir et la date et la position on sait alors. Du point de vue du calcul, on a des moyens extraordinaires. Donc, dans Don't Look Up, ils font des calculs. D'ailleurs, les calculs qui sont présentés sont tout à fait plausibles, extraits au tableau. Ils sont tout à fait des genres de choses qu'il faudrait faire. Donc, on sait très, très bien calculer les choses sans aucun problème. Mais, et c'est là la difficulté, c'est que ces petits objets sont soumis à la gravité de tous les autres corps du système solaire. Et quand ils passent au voisinage de la Terre ou de Jupiter, alors Jupiter, ça fait des choses, bien, ils sont imperceptiblement, semble-t-il, déviés. Mais imperceptiblement, c'est bien gentil, mais si ce imperceptible accumulé sur 50 orbites, c'est le coup de j'ai du temps. Si j'ai du temps, je pousse un tout petit peu mon gros caillou. Et cette
tout petit peu que j'ai mis sur le côté, ce fraction de millimètre par seconde de vitesse sur le côté, toute petite, mais accumulée sur 50 orbites, ça fait rater la Terre, alors que sinon, ça aurait touché la Terre. Donc là, les perturbations, notamment quand les objets passent un coup, ils sont géocroiseurs, alors ils nous ratent, ils passent à 2 millions de kilomètres. Et puis la fois suivante, ils passent à 500 000. Puis la fois d'après, ils passent à 10 millions. Puis la fois d'après, à 3 millions. Mais chaque fois qu'ils passent un peu près, ils ont une petite influence de la Terre. Évidemment, ils sont plus près de la Terre qu'avant. Et puis, ils peuvent aussi passer près d'autres corps. Et donc, ça modifie leur trajectoire et ça nécessite une surveillance permanente. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on regarde, vous pouvez regarder, ça existe, hein, il y a une liste des objets qui passeront au plus proche de la Terre dans les 20 ans à venir. Il y a la liste complète avec la distance. Alors, ceux qui passent un peu loin, ce n'est pas grave. Alors, ça commence à être un petit peu... il faut vraiment regarder dans le détail quand c'est à moins que 1/20 d'unité astronomique. Ça veut dire quelque chose comme 7 millions de kilomètres. C'est pas mal, 7 millions de kilomètres. Là, on commence à s'y intéresser vraiment. Et puis, quand ça tombe à des distances qui sont des multiples de la distance Terre-Lune, voire des sous-multiples de la distance Terre-Lune, alors là, on regarde vraiment. Et donc, ça veut dire on regarde vraiment, on les suit, ils sont suivis, on regarde la variation de l'orbite sous l'influence de tout le merdier. Donc, en fait, on mesure l'orbite en permanence pour essayer de voir ce qui se passe. Et il y a quelques années, il y a un objet, alors j'ai oublié son nom, qui était prévu pour qu'en 2039, il frappe la Terre. On prenait l'orbite connue à l'époque et il tapait dans la Terre. Alors, c'était un peu l'inquiétude, mais en même temps, on se dit, de toute façon, il y a tellement de perturbations qu'en fait, ça va changer, quoi. Et puis, il n'y a pas eu de problème, il ne tape plus dans la Terre. Il s'est décalé et maintenant, il va passer il est passé assez près, je crois que c'est à 6000 km. Ça fait un truc... 6000 km, on s'en fout. Hein. Si je passe à 2 km, il passe dans la haute atmosphère, c'est bon aussi. Enfin, on s'en fout. Tant qu'il ne touche pas la planète, tout va bien. Mais voilà, il y a l'idée que ce n'est pas facile de prédire vraiment bien parce que ceux qui passent un peu loin, on s'en fout un peu, ce n'est pas très grave. Mais quand ils passent à une distance critique, au sens, on va comme regarder en détail et les suivre vraiment l'orbite. Et là, c'est quelques dizaines d'objets qui sont suivis en grand détail, connus. Et après, il y a les pas connus. Et c'est ça le problème le plus ennuyeux, c'est ceux-là. Ceux dont on ne sait pas qu'ils existent et on réalise qu'ils passent. Et c'est arrivé régulièrement. C'est-à-dire, tous les ans, il y a 1 ou 2 objets qui font 100 mètres de diamètre et qu'on découvre 3 semaines avant qu'ils passent au plus près de la Terre. Au plus près à 200 000 km ou à 1 million de kilomètres. Mais avant, on ne savait même pas qu'il existait, quoi. Et donc, s'il y en a un qui finit par passer franchement près, c'est embêtant. En général, c'est les plus petits, donc ceux qui sont aussi les moins... sont emmerdants, mais ce n'est pas les plus graves. Un truc de 1 km, probablement les objets de plus d'1 kilomètre, les géocroiseurs de plus d'1 kilomètre de taille, l'estimation, c'est qu'on en connaît 90%. Donc, les 100 mètres, on en connaît 10%. Quoi. Peut-être moins, d'ailleurs. Une dernière question. Je veux quand même vous laisser aller rentrer à Voiron pour le quart. Ah oui, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Jeune homme, là. Alors, bonne question, ça c'est en rapport avec Tintin. Alors, effectivement, parce que dans Tintin, dans l'étoile mystérieuse, ah oui, je répète la question, est-ce que s'il y avait un impact avec un astéroïde, on pourrait, ou même observer un astéroïde très proche, on trouverait de nouveaux atomes, on compléterait en quelque sorte la classification périodique des éléments? Très, très bonne question. Et donc, dans Tintin, c'est ce qui se passe. Dans Tintin, le professeur Calice, il observe l'étoile mystérieuse, il fait de la spectroscopie, il a dans sa main un spectre, le négatif sur une pellicule d'un spectre, il regarde les raies du spectre et dit « Ah, mais il y a un nouvel élément !» Il explique à Tintin d'ailleurs, il dit à Tintin, bah oui, la spectroscopie, c'est ce qui a permis de découvrir des nouveaux éléments inconnus sur Terre. Et là, j'en vois un nouveau dans l'astéroïde et je vais l'appeler le Calistène. Il s'appelle Cali, soit il ne s'emmerde pas, il l'appelle Calistène. Ce qui est un bon nom parce que Sten en suédois, c'est le suffixe pour pierre. Il y a le tungstène, c'est la pierre dure. C'est un élément de la classification qui s'appelle le tungstène, ça vient du suédois, c'est découvert par un chimiste suédois. Donc, on pourrait, en pratique non, parce qu'on a complété les 92 cases, mais il y avait cette possibilité et c'est arrivé dans l'histoire, pas avec les astéroïdes, mais en 1868, je crois, ou 62, enfin dans les années 1860, il y a un astronome français qui a observé la couronne du Soleil pendant une éclipse et qui a détecté dans cette couronne des raies d'émission qui n'avaient jamais été vues dans aucun élément terrestre connu alors. Et cet élément nouveau, il l'a appelé hélium, en l'honneur de Hélios. Et c'était vraiment un atome qu'on n'avait jamais observé sur Terre. Et quelques années plus tard, il y a un chimiste anglais
qui a découvert l'hélium dans les gaz qui sortent des volcans. Et après, on a découvert qu'il était aussi dans ce qu'on appelle le gaz naturel, qu'on devrait plutôt appeler gaz fossile. Mais on a découvert que l'hélium était sur Terre aussi, mais on l'a d'abord découvert dans le Soleil. Donc, il y a cette possibilité toute théorique qui, en pratique, ne se vérifiera pas parce qu'on connaît les 92 éléments naturels de la classification de l'hydrogène 1 à l'uranium 92. Et les autres sont artificiels. Donc, il n'y a pas de case manquante. Il y a une dernière question en ligne. Il y a une personne qui demande quelle nation aurait en 2022 la capacité de sauver la Terre. Eh bien, le problème, c'est que alors, si c'est sauver la Terre en général, je n'en vois aucune. J'en vois même plusieurs qui ont les capacités de l'enfoncer, avec un gros coup de talon pour l'écraser, quoi. Même si ce n'est pas aussi violent qu'écraser avec un coup de talon. En fait, toutes les nations, essentiellement, sont en train d'enfoncer la biosphère terrestre, lamentablement, avec le réchauffement climatique en cours. Et pour le sauver au sens d'un impact, ben, il n'y en a aucune. Et ça ne serait jamais un problème d'une seule nation. D'ailleurs, comme on le voit assez souvent, c'est souvent les Américains qui sont quand même à la manœuvre, on va dire. Mais dans Météor, ils sont à la manœuvre avec les Russes. Et dans les autres films, ils se font aider par les Chinois et par les Russes. Enfin, il y a d'autres nations spatiales qui les aident et qui leur donnent des compléments de moyens, même si c'est les Américains quand même qui vont sur place. Donc, il n'y a pas une nation qui pourrait le faire à elle toute seule, un peu comme il n'y a pas une nation qui peut faire la Station spatiale internationale, ou comme il n'y aura pas une nation si un jour les humains retournent sur la Lune pour y faire une base, ou même faire la base orbitale lunaire. Il n'y a pas une nation qui fera ça, ce sera un ensemble de nations. Ou comme il n'y a pas une nation qui fait ITER, le réacteur qui se construit au réseau de Cadarache, etc. C'est très, 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 très grands projets qui sont très coûteux, mais qui ont l'ambition d'adresser, de donner des billes à l'humanité entière. Ça ne peut être que l'humanité entière d'une certaine façon. Voilà. Donc, il nous reste à remercier Roland pour cette Merci à vous pour vos questions. Merci à vous. Si vous voulez plus de renseignements, regardez sa page Wikipédia. Ce n'est pas une page, c'est quelques pages. Bon, il y a des titres de bouquins, il y a toutes sortes de choses. C'est remarquable. Bon Merci. Retour à Boron. Oh, très Tu bien, veux un petit coup de chartreuse en arrivant. Ah ouais. Si tu dis un petit peu de chartreuse.